Lancer, lancer. Il y a encore des paramètres à régler. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens en salle d'attente? Oui. Et notez que la réunion est diffusée maintenant en direct. Ok. Alors, est-ce que tout le monde peut voir? Zoé, est-ce que tu peux voir Ah oui, c'est bon, normalement, c'est bon. Ok. C'est bon. C'est fait. Ça marche. Ok, Ouais. bah, on va pouvoir commencer. Si tout le monde est là, on va peut-être laisser encore un peu les gens le temps d'arriver. Le temps d'arriver sur la réunion en direct sur Facebook. Je vois que Maître Steyer voudrait parler, mais je ne sais pas si elle Ah, arrive. alors, je vais regarder si c'est autre chose. Ah oui, parce que d'accord. Ok. C'est bon. Ok, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, parfait. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Wow. On va pouvoir commencer. Ok, on y va, Aurore? Ouais. Ok, vas-y. Alors bonsoir à toutes et à toutes et merci à vous d'être là ce soir. Donc c'est Zoé et moi-même qui allons animer cette table ronde sur les féminicides ce soir. Et nous sommes donc les responsables de l'antenne UN Women SONU pour cette année. Et pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, nous sommes une association étudiante qui œuvre à faire connaître les activités et à promouvoir les valeurs de l'ONU à la Sorbonne au travers de différents pôles et antennes. Et donc, l'antenne UN Women a pour but de sensibiliser les étudiants et les étudiantes aux droits des femmes, tout en promouvant l'égalité des genres. Et dans ce but, nous organisons donc des conférences, des ateliers, ainsi que des collectes de produits hygiéniques. Et donc, c'est à l'occasion des 16 journées d'action contre la violence basée sur le genre, organisées par ONU Femmes France et menées sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies, que l'antenne UN Women de l'association SONU a décidé d'organiser cette table ronde sur les féminicides. Donc nous allons désormais présenter les intervenants et les intervenantes que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir. Zoé, du coup, je te laisse la parole. Alors, donc, nous sommes vraiment déjà très honorés et ça nous fait très plaisir de vous accueillir ce soir. Donc, nous allons vous présenter les intervenants. Donc, tout d'abord, Madame Carlotta Gradin, qui est vice-présidente plaidoyer à ONU Femmes France et qui est spécialiste des questions de lutte contre les discriminations. Ensuite, nous recevons Monsieur Noël Agossa, qui lutte pour sensibiliser sur la question des violences faites aux femmes, au travers notamment de l'association qu'il a fondée, l'Association des familles victimes de féminicide, mais également en tant que conseiller municipal délégué à l'égalité des chances, aux droits des femmes et aux nouvelles technologies de la ville de Valenton. Nous recevons ensuite Madame Frédérique Martz, qui est spécialiste des politiques de santé et qui est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et l'accompagnement des femmes et des enfants victimes et ou témoins de ces violences. Elle est notamment la cofondatrice de l'Institut Women Safe and Children. Elle est membre de l'association Femmes Médecins Libérales, également membre du collectif Ensemble contre le sexisme et présidente de l'Institut de santé génétique. Nous recevons également Maître Steyer, qui est avocate au barreau de Paris. Elle milite en faveur des droits des femmes et des enfants et elle a participé à l'élaboration de lois visant à l'amélioration de la protection des femmes victimes de viols et de violences conjugales. Et enfin, nous recevons M. Frédéric Chauveau, qui est historien spécialiste de l'histoire du crime, du corps, de la violence, et qui a notamment coécrit un livre intitulé « On tue une femme »,
le féminicide, histoire et actualité. Ton micro n'est pas connecté, Aurore. Je ne sais pas si c'est normal. Ah. Nous allons nous achèverons cette table ronde par une session de questions-réponses. Donc, tout au long de la conférence, on vous encourage vivement à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat Zoom ou sur Facebook. Et nous les transmettrons ensuite à nos intervenants et intervenantes à la fin de la conférence. Et pour introduire un peu plus précisément le sujet qu'on va aborder ce soir, qui est un sujet extrêmement important, surtout pendant le confinement avec le Covid. Et alors, surtout, nous parlons, 88 féminicides ont été recensés depuis le 1er janvier 2020. On va se demander justement qu'est-ce qu'un féminicide, comment on peut le caractériser, en quoi surtout les féminicides doivent-ils être l'affaire de toutes et de tous, et que pourrait changer l'inscription du terme dans la loi. Quelles actions aussi peuvent-elles être mises en place et à quelle échelle pour lutter contre ces crimes? Comment enfin soutenir les familles de victimes de féminicides? Et donc nos 5 intervenants et intervenantes répondront à ces grands questionnements tout au long de cette table ronde qu'on va commencer maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Donc Zoé, du coup, je te cède la parole pour la première question qu'on va poser. Donc cette première question, elle s'adresse à vous, Monsieur Frédéric Chauveau. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous revenir sur l'histoire des féminicides jusqu'à nos jours, donc faire un petit retour historique? Et dans un second temps, est-ce que vous pouvez un peu développer la notion de crime passionnel qui a souvent été utilisée à tort pour caractériser les féminicides? Et en quoi, en fait, on peut considérer que le crime passionnel n'existe pas et pourquoi c'est important de dénommer ce crime comme un féminicide? Merci pour votre question, merci aussi pour votre invitation. Si je suis trop bavard, vous n'hésitez pas, vous me le signalez. Alors pour répondre à la première question sur un petit peu brosser l'histoire du féminicide à travers les siècles, alors évidemment c'est un sujet qui est colossal parce qu'on pourrait traiter de formes différées de féminicide dans la cité grecque antique, comme par exemple l'exposition des nouveau-nés filles. Voilà. On peut aller jusqu'au 19e siècle et aborder par exemple sur la question de l'adultère, l'article 324 qui avait été appelé l'article rouge, parce que dans le code pénal de 1810, le code pénal napoléonien, il donnait finalement l'autorisation au mari, si jamais il surprenait au domicile conjugal sa femme avec quelqu'un d'autre, de la tuer. Et à ce moment-là, il était l'objet d'aucune poursuite. Alors, c'était un article qui est resté en vigueur comme ça pendant le 19e siècle. Alors, vous voyez, rien qu'avec ces deux bandes chronologiques, on peut donc largement traiter du sujet. Alors, je me contenterai peut-être de prendre 3 exemples à travers 3 moments différents. Et chaque exemple peut-être illustre une forme ou un type particulier peut-être de féminicide. Alors, le premier exemple, là, vous le connaissez, c'est en Europe pendant 2 siècles, en gros du milieu du 15e siècle jusqu'au milieu du 17e siècle, on a donc condamné à mort en Europe environ 60 000 femmes. Voilà. C'est quand même considérable. Et donc, vous l'avez compris évidemment, parce que ces femmes étaient accusées de sorcellerie. Et donc, on assiste véritablement à une chasse aux sorcières. Et cette chasse aux sorcières, on peut peut-être la qualifier, alors ça peut être l'objet de discussions, d'interprétations, mais cette chasse aux sorcières, on peut peut-être la qualifier de féminicide de masse. Puisque finalement, celles qui sont la cible, si je puis dire, de ces recherches, c'est finalement des femmes qui appartiennent plutôt aux catégories populaires, mais pas exclusivement, il ne faut pas l'oublier, ça peut être des femmes aussi qui sont suspectées parce qu'elles n'ont pas forcément bien fréquenté la messe ou parce qu'elles ont un comportement qui sort de l'ordinaire. Alors évidemment, sur l'ensemble de ces femmes qui sont condamnées à mort, il faudrait pouvoir suivre l'ensemble des itinéraires, mais les enquêtes qui ont été menées en Belgique et en Suisse sur les sorcières montrent bien que souvent, évidemment, ce sont des femmes qu'on pourrait qualifier de femmes libres, voilà, qui déplaisent et qui sont à ce moment-là poursuivies. Il y a donc un vrai contrôle social. Alors, ce qu'on oublie aussi, c'est que dans le cadre de la répression, elles sont l'objet d'exactions absolument épouvantables. Hein. Il y a des piqueurs, par exemple, qui sont diligentés pour essayer de trouver des traces du diable sur le corps des femmes. Elles peuvent être violées, torturées et puis conduites au bûcher. Bien. Donc là, pendant 2 siècles, on a manifestement un féminicide de masse et c'est assez inédit, si j'ose dire, malheureusement, dans l'histoire de telle manière. Ensuite, deuxième grand exemple, on change à ce moment-là de registre, on se situe au 19e siècle
en 1847. Et là, il s'agit d'un crime qui a été commis contre un personnage féminin qui appartenait à la noblesse. C'était la duchesse de Praslin. Et la duchesse de Praslin est retrouvée donc assassinée dans son domicile. Et pour raconter un petit peu la scène, Victor Hugo, qui était à l'époque pair de France, est diligenté dans l'enquête. Il se rend sur place et il a laissé une description absolument donc épouvantable de la scène de crime en disant qu'il y avait du sang dans toute la pièce, il y avait des projections sanguines allant jusqu'à 2 mètres de hauteur et que manifestement donc la femme qui a été tuée, elle n'est pas passée de vie à trépas sur l'instant, mais elle a essayé d'échapper à son agresseur et puis on a recensé peut-être plus de 11 coups de couteau qui l'ont véritablement donc lardé. Alors ça semble absolument donc épouvantable, mais pour l'époque, on pense plutôt à un rôdeur qui se serait introduit nuitamment dans l'appartement. Et puis, on découvre finalement que pas du tout. L'auteur du crime, c'est son mari. Et son mari est pair de France. Alors, pair de France, pour l'époque, c'est un petit peu comme l'équivalent d'un sénateur aujourd'hui. Bon. Et donc, à ce moment-là, ça a un effet dévastateur auprès de l'opinion publique parce qu'on considère que finalement, même dans les élites, eh bien, un mari peut tuer sa femme. Donc là, évidemment, ça change complètement les perceptions parce qu'avant, on disait ça se passe dans les bas-fonds, dans les milieux miséreux, etc. Et là, eh bien, c'est à la tête de l'État. Alors d'ailleurs, certains historiens de l'époque ont considéré que ce fait divers, qui n'est certainement pas anecdotique, avait provoqué en grande partie la révolution de février 48, celle qui a introduit le suffrage universel masculin et qui met fin à l'esclavage. Bon, voilà. Donc, on voit à ce moment-là une deuxième étape, deuxième type de féminicide. Et puis, évidemment, le problème, c'est que à la fin de l'année 1848, même au milieu de l'année, eh bien, cette affaire-là, qui avait défrayé la chronique, sensibilisé et indigné l'opinion publique, eh bien, on l'oublie. Voilà, elle disparaît plus ou moins de la mémoire collective, sauf de la part d'un certain nombre d'érudits et d'historiens qui essayent de travailler sur la révolution de 1848. Et puis, mon troisième exemple, si je puis dire, c'est on change de continent, on change d'époque, on arrive au XXe siècle, on se situe en 1860, et là, on est dans la République dominicaine. Donc là, dans la République dominicaine en 1860, alors, il faut savoir, il y avait donc un dictateur qui était à la tête de l'État. Ça faisait à peu près donc 30 ans qu'il œuvrait. C'était un dictateur sanguinaire avec incarcération, élimination donc d'opposants. Et puis à ce moment-là, dans cette société donc un petit peu donc fermée, vous aviez donc une famille, les sœurs Mirabal. Et ces sœurs Mirabal appartenaient plutôt donc au milieu aisé, donc qui pouvait en partie peut-être les protéger d'incursions. Et puis ce dictateur Trujillo était quelqu'un qui était considéré comme une sorte, si je puis dire, de don Juan autoritaire, un prédateur en réalité, mais il jouait évidemment sur son rayonnement et puis le fait qu'il était au pouvoir pour essayer d'obtenir les faveurs sexuelles de toute une série de femmes. Et en général, celles qu'il sollicitait n'étaient pas en mesure de refuser. Voilà. Et donc, évidemment, il fait aussi des démarches auprès des sœurs Mirabal, et puis l'aînée, finalement, donc, va refuser ses avances, et elle va faire pire, elle ne va pas simplement décliner son offre, elle va aussi le gifler en place publique, enfin, je veux dire, dans une pièce publique, donc devant tout le monde, avec des témoins. Donc, évidemment, donc, on considère que c'est insupportable. Alors, évidemment, la difficulté pour les sœurs Mirabal, c'est que va se mêler, si je puis dire, à la fois une dimension politique, parce qu'elles sont militantes, elles sont opposées à la dictature, mais aussi une dimension plus intime, plus personnelle, parce qu'évidemment, ce sont des femmes. Et donc, pour se venger de cette offense, eh bien, le dictateur va commanditer donc l'assassinat des 3 sœurs Mirabal, qui vont être tuées à coups de bâton, leur corps jeté dans une voiture précipitée dans un ravin pour faire croire à un accident. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui est épouvantable, mais dans un premier temps, il y a la dimension politique qui est un petit peu, si je peux dire, masquée, la question, si je peux dire, du genre, et puis le fait d'obtenir les faveurs voilà, charnelles de ses sœurs. Alors d'ailleurs, ça ne lui a pas bien réussi, puisque donc l'année d'après, il est renversé à la suite d'un coup d'État. Voilà. Donc là, on a 3 exemples, si je peux dire, un petit peu différents à travers les siècles. Donc évidemment, c'est de manière un petit peu donc rapide, mais on peut dire que historiquement, finalement, si on prend un peu de recul et on essaie d'observer ça, on passe finalement peut-être de l'indifférence à l'indignation, et puis de l'indignation à la sensibilisation, et puis à l'action.
Voilà. Et donc, on peut espérer effectivement qu'aujourd'hui, donc en 2020, on est bien dans cette phase-là, mais qui n'est pas tout à fait achevée. Ça, c'était pour répondre à votre première question. Je passe tout de suite à la deuxième ou... Bien. Oui, oui, allez-y. Très bien. Alors, pendant longtemps, donc, le crime passionnel a été évoqué. Alors là, évidemment, je vais plutôt parler peut-être des 2 derniers siècles parce qu'il y a un changement avec les époques antérieures, mais dans la presse du 19e comme dans la presse du 20e, on voyait des expressions comme crime passionnel, drame conjugal, drame de la jalousie, scène de ménage tragique. Voilà. Bien. Donc, c'est des expressions finalement qui permettait d'une certaine manière de se dédouaner et puis de masquer finalement qu'on a un crime qui concerne l'ensemble de la société. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ne pas nommer le crime, ça a évidemment donc un impact, puisque ça revient, si on n'utilise pas le mot féminicide ou fémicide, puisque les deux sont en usage, ça revient finalement à le dissoudre dans la catégorie générale des homicides. C'est un homicide parmi d'autres. Et puis finalement, c'est à l'observateur ou à l'observatrice détachée de faire un petit peu, si je peux dire, son ménage et de regarder dans les différents homicides ce qu'on peut retirer ou pas. Voilà. Donc ça, il y a une force dissolvante de ne pas afficher donc le nom. Alors c'est aussi nier également une dimension politique. Parce que évoquer le crime passionnel, ça veut dire qu'on est finalement, on est rentré dans la chambre à coucher, c'est un crime de l'intime, c'est un différend entre le ménage, mais ça ne concerne pas l'espace public, ça ne concerne pas l'ensemble de la société. Et ça, les arguments sont assez importants, enfin importants, nombreux en tout cas au 19e et en tout cas très fortement dans la première moitié du 20e siècle. Donc finalement, c'est une histoire de couple, c'est une mésentente pardon, qui a mal tourné, mais on ne va pas chercher plus loin. Alors, ce qui veut dire aussi que le crime passionnel, si on prend cette étiquette-là, pour les jurys, quand c'était jugé en cour d'assises, alors au 19e et puis au 20e, alors, mais évidemment au 19e, le jury est entièrement masculin, il y a 12 hommes, c'est eux qui ont la main jusqu'en 1945 pour statuer sur ce type de crime. Ça veut dire aussi à ce moment-là, pour les jurys, que c'est un crime qui n'est pas crapuleux, puisqu'il y a une sorte de noblesse, voilà, il y a une sorte d'héritage du romantisme, la passion, voilà, donc on est prêt à dédouaner et à excuser plus facilement ce type de crime si on l'appelle crime passionnel. Parce qu'évidemment, on va solliciter tout un imaginaire collectif autour de ça. Donc finalement, c'est l'amour impossible, l'amour contrarié, l'amour blessé. C'est ça finalement qui entre un petit peu donc en ligne de compte. Alors simplement, le mot féminicide apparaît quand même à un moment donné de façon assez improvisée. C'est en 1976, puisque se tient à ce moment-là donc à Bruxelles un tribunal international sur les violences faites aux femmes. Il y a 2000 femmes qui sont présentes. Simone de Beauvoir est sollicitée. Elle ne peut pas se déplacer donc, à ce moment-là pour des raisons différentes, mais elle envoie un texte. Alors, pour ne pas la trahir, je cite très précisément ces mots, elle parle d'attentats contre les personnes humaines et de crimes contre la femme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe donc en mars 1976. À ce moment-là, le mot féminicide est prononcé dans le cas des débats, et vous avez un certain nombre de journaux, notamment Ouest France, qui va reprendre pendant cette année-là, en tout cas pendant le premier semestre, le mot de féminicide. Il est lancé. Et puis évidemment, passe l'été 76, le mot est oublié, c'est figé dans un passé historique, on n'en parle plus. Voilà. Et puis finalement, donc, il faut attendre beaucoup plus tardivement. Donc là, je ne vous apprends rien. Le petit Robert, c'est dans son édition de 2015. Le mot féminicide apparaît pour la première fois sous la plume d'un lexicographe. Donc, à l'échelle de l'histoire, il a quand même fallu du temps. Et puis même, si on situe simplement à l'échelle du XXe siècle, c'est pas très précoce quand même comme introduction donc, du mot. Alors, évidemment, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe bien une violence spécifique, c'est ce que dit le dictionnaire. Alors, avec ces mots, le dictionnaire évoque aussi la situation de l'Amérique latine, qui sert un petit peu de modèle ou de référence. Mais évidemment, ce que les lecteurs et les lectrices peuvent deviner en filigrane, c'est qu'il existe bien un crime spécifique qui est commis contre les femmes et qu'on ne s'approprie pas le corps et la vie d'une femme de la même manière et dans les mêmes situations et dans les mêmes circonstances. Et si ça avait été une femme, évidemment, l'appropriation, il y a aussi des différents conjugaux, si je peux dire inversés, mais il faut quand même rappeler les statistiques. Sur 100 criminels,
on a 14 femmes. Donc la violence, elle est quand même très largement donc, masculine, et ce sont les femmes, évidemment les enfants, qui sont donc les principales victimes. Alors après, d'un point de vue plus savant, si je peux dire, ou plus scientifique, là il faut changer, aller du côté des États-Unis pour voir apparaître dans des études, d'ailleurs pas traduites en français, le mot féminicide en 1992, et puis par cheminement, on le voit apparaître plutôt sous une forme hispanisée, si je puis dire, en Amérique latine. Voilà à peu près hein, pour le cheminement du mot féminicide. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop long pour ne pas empiéter sur la suite de la table ronde et des débats. Non, bah, merci beaucoup pour ce résumé très détaillé un peu de l'histoire de féminicide. En tout cas, vous avez peu de temps, mais vous avez dit beaucoup de choses, donc c'est super. Ensuite, ma question s'adressait à vous, Madame Gradin. Donc, on sait qu'il existe plusieurs types de féminicides, en tout cas, qui sont un peu, il y a un peu une typologie des féminicides. On parle de féminicide intime, non intime, lié à la dot, etc. Et comment, justement, chez ONU Femmes, avez-vous choisi de caractériser le féminicide et un peu où en est la législation à ce sujet? Oui, merci. Et merci d'ailleurs pour m'avoir invité à cette conférence au nom de New Femmes France. Je vous remercie beaucoup. Oui, effectivement, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, que désormais malheureusement tout le monde connaît à cause de la crise sanitaire, avait listé 4 typologies de féminicides. Et comme vous l'avez très bien dit, donc le féminicide intime, donc c'est lui qu'on connaît le plus, donc il y a le féminicide, donc le meurtre d'une femme de la part d'un partenaire intime ou un ex-partenaire, par exemple. Après, on a les féminicides au nom de l'honneur et c'est des crimes qui impliquent qu'une femme ou une fille soit assassinée par un membre masculin, mais aussi féminin de la famille parce qu'elle aurait commis, par exemple, une transgression sexuelle ou comportementale. Et on pense très souvent à des relations sexuelles qui ont été, oui, qu'on a eues, par exemple, avant le mariage ou même lorsque la femme a subi un viol. Après, on a effectivement le féminicide concernant les dots et c'est souvent la belle famille qui va tuer la mariée parce que la dot était insuffisante, et des féminicides non intimes, donc ceux qui sont commis par une personne qui n'a pas une relation intime ou vraiment n'a pas du tout une relation avec la victime. Donc chez ONU Femmes France, donc chez nous, dans notre comité national, nous nous sommes orientés effectivement sur une définition qui dit qu'en fait le féminicide est le meurtre d'une femme ou d'une fille parce que du fait d'être une femme ou une fille ou pour être perçue comme telle, parce que selon nous le féminicide est un crime de genre qui est lié à une logique patriarcale et on a la conception du rôle des femmes qui dans un schéma de pensée sexiste motive l'acte et donc il s'agit d'une violence systémique et d'un problème de société qui doit être identifié comme tel. Et d'une part, on a les féminicides intimes, donc qui reposent sur le postulat qu'une femme vaut moins qu'un homme, sur le sentiment de dépossession et de la perte de contrôle vis-à-vis de sa compagne, de sa fille ou de sa sœur. Et par exemple, sur le sentiment de dépossession, on le voit très bien, on l'a vu aussi tout au long de l'année dernière avec tous les cas de féminicides qu'on a vus, et notamment l'enquête du Monde l'a très bien montré également, parce que très souvent, le féminicide va être perpétrée lorsque la victime veut quitter le mari ou le compagnon et donc l'homme se sent vraiment pense qu'il possède effectivement sa femme et a tous les droits sur elle. Et d'autre part, on a le féminicide non intime qui, lui, repose sur la menace qui représente, disons, l'émancipation des femmes, sur la virilité et la masculinité. Et un exemple, c'est la tuerie de l'école polytechnique de Montréal de 89, dont le triste anniversaire était ce dimanche, donc le 6 décembre.
Donc, ça, c'est un peu du côté des typologies de féminicides. Et comme vous l'avez très bien dit, l'Amérique latine fait un peu cette nommée, effectivement, où il y a au moins 18 pays en Amérique latine où on a le mot féminicide dans la loi. Et c'est notamment le Brésil, le Costa Rica, l'Argentine. Au Guatemala, par exemple, en 2008, la loi avait qualifié le féminicide, je cite, comme la mort violente d'une femme occasionnée dans un contexte de relations inégales de pouvoir entre hommes et femmes et dans l'exercice du pouvoir des genres et contre les femmes. Et ensuite, en Europe, on a le cas de 2 États. Donc, on a en Italie la legge sul femminicidio, donc la loi sur le féminicide, et l'Espagne qui fait un peu figure des bons élèves, comme on cite très souvent effectivement sa loi de 2004, où on a introduit la notion des violences de genre, qui est identifiée comme la manifestation la plus brutale des inégalités dans la société. Et effectivement, après cette loi de 2004, l'Espagne s'est dotée de nouvelles instances judiciaires et pénales, notamment les tribunaux spécialisés, les juges des violences faites aux femmes. Et apparemment, cela marche assez bien parce que dès 2003 à 2019, le nombre de féminicides a été réduit d'un quart. Et cela le montre très bien un rapport du Centre Bertino-Clerc qui a été publié le 23 novembre, où on voit qu'effectivement les taux de féminicide au sein du couple est 2 fois moins élevé en Espagne qu'en France. Donc en 2019, il y avait eu 55 féminicides donc de la part du partenaire ou ex-partenaire, alors qu'en France, on avait enregistré 146 féminicides. À noter que la population française est 30% supérieure à la population espagnole, mais quand même, ça montre qu'on a eu des avancées en Espagne après, effectivement, cette loi de 2004. Je ne vais pas m'étaler trop pour ne pas retarder les autres, mais voilà, si après, on peut revenir aussi sur d'autres définitions. Ok, non, bah merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair. Oui, merci beaucoup. Donc maintenant, une nouvelle question pour Madame Marx. Donc en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer les schémas de violence qui existent avant les féminicides, par exemple la violence physique, la violence psychologique, l'emprise? Est-ce que vous pouvez revenir sur ces éléments qui peuvent conduire au féminicide? Alors, tout à fait. Merci pour votre invitation qui était une invitation qui m'a un peu surprise parce que le thème féminicide, on essaye de l'éviter parce que vous avez compris qu'on est une organisation de terrain et que le féminicide, c'est peut-être ce que l'on craint le plus, surtout quand on s'organise pour aider les femmes et que ça finit par un féminicide. Malheureusement, on a déjà côtoyé 2 situations de féminicide, ce qui bouleverse beaucoup les équipes qui encadrent les femmes et qui pensent extrêmement bien faire leur travail. Et malheureusement, de temps en temps, on est dépassé par des situations. Pourtant, on en connaît effectivement le cycle. Vous avez parlé effectivement, ou vous voulez me faire parler d'une chose qui est importante et qui est de plus en plus connue, c'est le cycle de la violence tel qu'il s'inscrit de manière très régulière, mais dans une temporalité que peu de gens peuvent maîtriser aujourd'hui, parce qu'il y a 4 cycles importants qu'il faut retenir. Je n'irai pas dans les détails, parce que je crois qu'on a pris beaucoup de temps chacun et il y a beaucoup de débats qui pourraient s'inscrire sur le sujet. Je sais que Maître Steyer va suivre aussi et je voudrais lui laisser aussi la place parce qu'elle a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Les cycles de violence, c'est évidemment les cycles de temps, le climat de tension qui s'installe. Alors, il faut toujours savoir que dans le cycle, il y a toujours un auteur et une victime. Donc, c'est un cycle qui s'installe entre 2 personnes. Le climat de tension, c'est le début, c'est le climat le plus difficile, c'est celui effectivement qui laisse la victime un peu désempérée, inquiète, anxieuse, etc., etc. Puis, on arrive dans ce cycle de l'explosion de la violence. Là, évidemment, tout est extrêmement, on va dire, exacerbé. L'auteur, effectivement, est dans la violence verbale. Il peut être dans une violence verbale, psychologique, physique, même économique. On n'en parle pas assez, mais ça existe. Il faut le savoir. Ça fait partie du cycle. Et évidemment, sexuel. La victime, à ce moment-là, elle est dans une énorme souffrance et c'est un sentiment d'impuissance, de honte et d'humiliation. Et c'est là qu'elle s'inscrit en fait dans un début d'isolement. Elle a honte, donc elle n'en parle pas.
Et puis, on arrive à ce cycle de la justification. C'est l'auteur qui, à ce moment-là, est dans le déni complet. Il justifie son comportement et se trouve plein d'excuses. Et la victime, là, elle se culpabilise. Mais il faut savoir que dans cette période-là, ce cycle-là, la victime a pu quand même en parler à quelqu'un. Alors souvent, dans les cycles de formation que nous faisons, on nous pose la question du mais où est la place du témoin dans tout ça? Alors le problème du témoin, c'est qu'à un moment donné, il peut recevoir la parole d'une femme, d'une victime, on va dire, mais pour autant, comme ce cycle va perturber un peu son écoute, il va peut-être se détacher de l'histoire parce que dans le quatrième cycle, la quatrième partie qui est celle qui est la plus périlleuse, c'est la lune de miel. À ce moment-là, l'auteur, il est très attentionné, il demande pardon. Et évidemment, il parle de thérapie, il parle aussi de suicide et il promet de ne pas recommencer. Et c'est là que la victime, elle donne une nouvelle chance et c'est là que le témoin, souvent dans une inquiétude, peut lui poser la question, mais en face de lune de miel, c'est à ce moment-là qu'elle va minimiser et qu'elle va dire « il a changé ». Et c'est en fait ce cycle-là qui est très répétitif et qui est dans une temporalité qu'on ne peut pas qualifier. On ne peut pas dire que le cycle de climat de tension va durer une semaine, etc. Ça peut durer entre le climat de tension et la lune de miel, il peut y avoir 1 an, 2 ans. Dans ce cycle, cette maîtrise du temps, c'est ce que nous avons le plus de mal à maîtriser. Il est connu de plus en plus, ce cycle, puisqu'il fait partie effectivement des formations qui sont actuellement dispensées, que ce soit auprès des étudiants, puisqu'on a la chance d'avoir une convention avec la Sorbonne et qu'on est en train de former les référents égalité au sein de la Sorbonne, mais aussi les doctorants. C'est très important que ce grand public, au sens large, connaisse ce cycle de violence pour que quelle que soit, on va dire, la personne concernée, que ce soit la victime ou le témoin, on sait que ce cycle va reprendre à un moment donné. Alors, ce que je voudrais dire en conclusion de cette approche, en fait, de la qualification des violences, toutes les formes de violence peuvent être concernées. Vous avez bien compris qu'on va jusqu'à la violence économique et sexuelle. Sexuelle, c'est celle qui est le moins souvent évoquée par les victimes, malheureusement, parce que c'est une partie très intime et c'est évidemment un sujet ou en tout cas une violence qu'il faut absolument qualifier à un moment donné. Maître Steyer vous le dira un peu plus tard. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des signaux plus ou moins faibles qui sont autant d'alertes. La volonté de contrôle est le plus manifeste d'entre eux. Jalousie excessive, possession, oppression, instauration d'un rapport de domination permanente. On sait que dans 90% des féminicides, on trouve des antécédents de violence, de contrôle ou de traque. D'ailleurs, 40% des victimes avaient déjà signalé des violences aux forces de l'ordre. Le chantage au suicide est également un indicateur de risque. La femme est alors considérée comme un objet servant à combler un manque affectif. Et ce qu'il faut comprendre est qu'il n'y a jamais de féminicide par amour, comme veulent bien souvent le laisser croire les médias, d'où l'importance de la sémantique. Il n'y a pas de crimes passionnels, il n'y a pas de drames familiaux, il n'y a pas de meurtre. C'est des crimes de propriété entre une personne violente et une personne parasitaire réduite de personne à objet. Il s'agit souvent d'une rage narcissique du conjoint et 3/4 des féminicides sont commis pendant ou après la séparation. Alors, dans les féminicides, le cycle de féminicide, je sais qu'il y a une association de familles. Nous avons eu l'occasion de recevoir une petite fille. Je pense que la société est totalement encore désemparée, ou en tout cas les institutions, en ce qui concerne l'environnement de ces familles qui vivent le féminicide et aussi les enfants qui ont été impactés, qui ont été témoins du féminicide de leur mère. Je laisse la parole pour la suite. Voilà mon introduction à ce sujet. Merci beaucoup pour cette intervention très riche. Et oui, on reviendra sur les familles avec Monsieur Albossa. Vas-y Aurore, si tu veux. Non, en fait, en deuxième partie, du coup, la première partie servait surtout en fait, à définir ce que c'était le féminicide, les féminicides dans certains cas, et à les différencier et les distinguer des crimes passionnels qui finalement, on l'a vu, n'existent pas. Et donc, nous allons passer finalement à la reconnaissance du féminicide, c'est-à-dire comment est-il reconnu, par qui, et est-ce qu'il y a encore du chemin à faire, et puis ça c'est un peu une question rhétorique, mais quel est encore le chemin à faire afin que les féminicides soient vraiment reconnus comme tels. Voilà, donc Zoé, je te recède la parole.
Donc, une première question pour Monsieur Chauveau à nouveau. Vous avez étudié l'histoire des féminicides et vous nous en avez fait une approche au début de cette conférence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelles ont été les étapes de la prise de conscience sociale et quelle est la prochaine étape pour reconnaître socialement ou même juridiquement, de manière assez large, les féminicides? Oui, merci pour cette question. Alors, la réponse, par contre, est très difficile parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a un télescopage ou une convergence de plusieurs facteurs. Alors, je vais peut-être en préciser quelques-uns et puis les autres, je vais simplement les mentionner. Mais on peut dire, tout d'abord, qu'il y a le fait pour. Alors, c'est pas dans cette. Forcément, il n'y a pas une hiérarchie dans ce que je vais vous présenter, mais on peut dire que tout d'abord, il y a aussi le courage des femmes, celles qui osent porter plainte. Alors, il y a plusieurs collègues juristes qui ont travaillé sur le fait de porter plainte, pas simplement pour les femmes, pour les hommes, mais ce que ça suppose comme démarche. Et là, évidemment, dans le cas particulier des violences intimes ou des violences conjugales, le fait de porter plainte, là, évidemment, c'est à l'échelle, si je peux dire, individuelle, alors peut-être aussi avec un entourage, mais il ne faut pas négliger cet aspect-là. Voilà. Ensuite, il y a aussi peut-être la possibilité pour un certain nombre de personnes, et plus particulièrement de femmes, d'interpeller, d'être en capacité d'interpeller l'opinion publique et d'avoir un écho. Alors, je vais juste prendre là peut-être un exemple, parce que c'est un exemple qui a eu un certain effet. C'était en 2017, il y avait l'élection de Miss Pérou. Alors, vous me direz, on est un petit peu donc éloigné de la problématique, pas du tout, puisqu'elle est en direct à la télévision, et voici ce qu'elle dit. Je la lis pour ne pas la surinterpréter. Mon nom est Camilla Kanikoba, et mes mensurations sont 2200 féminicides en 9 ans dans mon pays. Il y a une deuxième femme qui prend la parole, c'est Juana Acevedo, qui enchaîne. Mes mensurations sont 81% des auteurs d'agressions sexuelles sur les filles de moins de 5 ans sont des proches de la famille. Voilà. Et ça continue. Donc, vous imaginez sans mal l'impact que ce type de déclaration donc, peut faire. Et on pourrait imaginer évidemment d'autres situations où, à ce moment-là, devant le poste de télévision, on s'adresse, dans le cadre d'une grande émission, à un public très élargi. Ensuite, autre élément, évidemment, malheureusement, c'est les grandes affaires. Parce que les faits divers ne sont pas simplement des faits divers anecdotiques, les grands faits divers sont des faits de société. C'est à la fois des révélateurs de situations de dysfonctionnement, et en même temps, ces faits divers ont un impact considérable auprès de l'opinion publique. Alors là, évidemment, ils sont très nombreux. On pourrait donc évoquer peut-être tout simplement, très rapidement, Marie Trintignant, voilà, parce que là, c'est une actrice qui a une notoriété certaine au moment où elle passe de vie à trépas. Alors, ça se passe évidemment dans un univers un petit peu particulier, mais la personnalité de la victime fait qu'à ce moment-là, donc, tout le monde se saisit pendant cet été-là de cette affaire. Et cette affaire, évidemment, est assez complexe, puisque bon, l'auteur du féminicide à ce moment-là donc, est un chanteur connu, adulé de la part d'un autre public. Ça crée donc un télescopage, mais à ce moment-là, sur la scène publique, eh bien, tout le monde se saisit pendant l'été de la question du féminicide. Alors, on pourrait multiplier évidemment un certain nombre d'affaires, mais sans doute qu'aujourd'hui, donc en 2020, à l'aune du mouvement MeToo et puis la convergence et la sensibilisation, eh bien, ce type de grandes affaires prend une autre coloration, en tout cas un autre impact qu'on ne peut pas négliger. Alors, parmi aussi, donc, sans doute, les éléments, il y a peut-être aussi le fait que dans une société ouverte, on est aussi parfois plus sensible à ce qui se passe à l'extérieur, à l'étranger. Alors, en France, c'est peut-être quand même la guerre civile au Guatemala qui a montré que parmi les principales victimes, il y avait quand même plus de femmes que d'hommes, et qu'à ce moment-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le corps des femmes était, subissait donc un traitement donc, particulièrement donc, horrible. Alors, on peut aussi donc élargir le propos, ça a été évoqué tout à l'heure, mais par rapport au Canada, notamment à Montréal, c'est le crime de l'école polytechnique, puisque je ne vais pas citer le nom de l'auteur, mais cet étudiant qui avait été recalé rentre à l'école polytechnique et puis le cri qu'il a poussé à plusieurs reprises, c'est je hais les féministes. Et pour lui, les féministes, à ce moment-là, c'est tout simplement donc les femmes qui font des études,
Et dans le testament qu'il a laissé, qui sera communiqué au public après, il dit que eh bien, les femmes font concurrence avec les hommes, elles occupent maintenant ou elles veulent occuper les mêmes emplois et en plus elles peuvent bénéficier de congés maternité, etc. Voilà. Donc, alors simplement, là, ce qui est intéressant, si je puis dire, dans ce type de féminicide, c'est que c'est un féminicide idéologique. Il est revendiqué. Et après ça, ce qu'on appelle la mouvance masculiniste, qu'on voit sévir au Canada, à Toronto, mais aussi aux États-Unis. C'est un courant qui est assez prégnant. Et puis, vous avez un certain nombre de ces représentants qui passent à l'acte et qui, à ce moment-là, s'attaquent systématiquement donc, à des femmes. Voilà. Donc là, sous-entendu, il y a une guerre des sexes et puis ils considèrent que les femmes eh bien, menacent la suprématie donc, des hommes. Voilà. Donc là, ce massacre de l'école polytechnique, hein, il y a eu 14 victimes, 13 étudiantes et puis une secrétaire, il ne faut pas l'oublier, voilà, qui sont passées de vie à trépas. Voilà, à l'aide de. Voilà. Ensuite, on peut évidemment donc souligner, mais je ne vais pas être trop long, mais ça sera dit tout à l'heure, l'action bien sûr des mouvements féministes. C'est-à-dire que, évidemment, c'est les mouvements féministes au pluriel parce qu'il y a des diversités d'approches, d'appréciation, mais l'impact aussi, donc là, a été considérable, mouvement féministe avec les associations. Mais bon, je pense que ça va être dit tout à l'heure. Et puis, on peut aussi peut-être évoquer dans certains cas donc, l'environnement, le fait aussi qu'on a des sujets de société et à l'échelle historique, ça reste une énigme. Pourquoi à un moment donné, certains sujets de société donc, arrivent à percer le mur de l'indifférence et de l'actualité parce qu'on a une époque qui est en phase pour traiter donc, un sujet. Alors, il y avait jadis Walter Benjamin qui avait dit qu'une époque peut traiter d'un sujet si à ce moment-là, donc, elle est véritablement en correspondance avec une autre. Et donc là, on voit aussi depuis quelques années une vraie sensibilisation, la volonté, quelles que soient les appartenances, les courants, de se saisir de cette question-là. Alors les réponses apportées peuvent être très, très variables, mais c'est véritablement donc un sujet du 20e, enfin, du 21e siècle et puis de l'année 2020. Merci pour votre réponse qui montre aussi la nécessité d'une prise de conscience collective. Ah, un petit problème de micro chez quelqu'un, je ne sais pas qui. Bon, ça s'est calmé. Oui, donc qui montre la nécessité d'une prise de conscience collective, puisqu'encore aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent de reconnaître que les féminicides sont des crimes liés au genre, mais on en reparlera. Ma question va s'adresser à vous, Madame Gradin. Désolée, ça me dérange ce bruit. Voilà, c'est bon. Donc, Omnifa France a mené l'année dernière une grande campagne de communication pour lutter contre les féminicides. On la voyait un peu partout, dans le métro, dans le RER, partout. C'était vraiment très... je pense que ça a percuté ça a beaucoup de monde, donc déjà, c'est très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être du bilan de cette campagne en chiffres, en pratique, et qu'est-ce que vous en avez finalement tiré? Quelles conclusions vous en avez pu en tirer? Oui, bien sûr. Je ne vais pas forcément trop m'étaler parce que c'est sûrement M. Agossa et aussi Maître Steyer voudront porter des éclaircissements sur certains points. Donc, effectivement, l'année dernière, on a mené cette campagne pendant les 16 jours d'action pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Donc, du 25 novembre au 10 décembre, comme cette année, on mène une autre campagne aussi et je vous invite à regarder aussi notre site internet. Et en fait, la campagne s'appelait Le féminicide dans la loi et on demandait pas seulement la reconnaissance spécifique du féminicide dans le droit, mais aussi la création des juridictions spécialisées, le développement d'une prévention professionnelle ciblée et également l'engagement de la responsabilité de l'État et de ses agents en cas de manquement. Et sûrement, Maître Steyer, qui a réussi, elle en tant qu'avocate, à condamner l'État pour faute lourde, pourra sûrement traiter de ces sujets. Et effectivement,
je peux un peu suivre le même discours du professeur qui m'a précédé parce que ça a été cette reconnaissance terminologique et juridique peut passer effectivement par des campagnes, par des faits des sociétés qu'on a pu voir dans l'actualité, mais aussi par ce type de campagnes de plaidoyer et de communication parce qu'on a pu toucher un public qui n'est pas forcément disons, sensibilisés à ces types de questions. Et pour ça, effectivement, la campagne de plaidoyer au sens strict, donc au sens strict au niveau, je ne sais pas si quelqu'un a son micro allumé. Bon. Au sens strict, on a pu arriver jusqu'au pouvoir public, donc au niveau de l'Assemblée nationale, etc. Mais aussi la campagne de communication a pu toucher un public qui n'est pas forcément sensibilisé. Et on a eu environ 6,5 millions de personnes qui ont été touchées par la campagne. Et on a eu des influenceuses aussi. Et des artistes reconnus qui n'ont pas forcément, qui touchent des jeunes, des personnes que notre association n'a pas forcément, ne peut pas forcément toucher à chaque fois. Et donc des artistes comme Angèle, Bilal ou Clara Luciani qui se sont engagés auprès de nous, qui ont relayé en fait la campagne. Et l'hashtag Le féminicide dans la loi a pu être partagé plus de 60 000 fois avec des articles effectivement comme vous avez pu voir, des articles de presse qui parlaient de la campagne. Et c'est là, en fait, sans s'attarder seulement sur notre campagne en tant que telle, qui était quand même menée pas seulement par nous. Nous, en fait, on chapeautait une coalition d'associations dont la Clé, par exemple, ou Solidarité Femmes qui ont construit ces plaidoyers avec nous. Mais en fait, l'année dernière a été une année très forte parce que notre campagne, comme d'autres campagnes de la société civile, on peut s'inscrire dans ce mouvement global de société qui a pu se voir, par exemple, avec la marche du 25 novembre, qui a été un événement aussi historique parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont descendus pour manifester, et aussi le Grenelle des violences faites aux femmes. Donc, en fait, je pense que ça a été une année quand même très riche pour sensibiliser la société et pour montrer que le féminicide n'est pas quelque chose qui doit se régler dans le privé. Ce n'est pas une question taboue, mais c'est vraiment un problème des sociétés. Et ça a pu aussi montrer qu'en nommant les choses, donc en évitant des termes comme crime passionnel, drame familial, qui peuvent minimiser, voire justifier indirectement ces crimes, il fallait aller et parler des véritables féminicides pour donner en fait une réponse appropriée à ces fléaux. Je ne vais pas m'attarder plus. Après, si vous avez d'autres questions au niveau de la campagne, je peux bien sûr y répondre. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, Maître Steyer, merci en tout cas de faire l'honneur de venir d'intervenir lors de notre conférence. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre expérience en tant qu'avocate et surtout de la façon dont vous avez obtenu la reconnaissance de l'État, il y a une reconnaissance, pardon, je m'exprime très mal, d'une faute lourde de l'État et donc de tous les dysfonctionnements qui sont liés en fait à ça. Voilà, je vous laisse témoigner entre guillemets. Ah, excusez-moi, vous n'avez pas réactivé votre micro. Ça va là? Oui, très bien. Vous bien. m'entendez? D'accord. Donc merci de m'inviter, merci de prendre les choses de cette façon-là, parce que on est en difficulté avec le féminicide quand on est juriste, puisque vous savez que le mot de féminicide n'est toujours pas dans le code pénal, n'est pas dans le code pénal en France. Donc là aussi, comme pour les violences conjugales, comme pour des tas de mots, on est obligé de se battre également quand on plaide sur l'acception que va faire les jurés, le juge d'instruction, tous les intervenants au procès, du terme de féminicide et de ce qu'il recouvre. Donc finalement, on plaide au-delà de ce que nous demande le code pénal, ou au-delà de ce que dit le code pénal, puisque ce que moi je veux faire entendre et accepter, c'est toute une archéologie finalement judiciaire qui mène
de façon quasiment comme une chronique d'une mort annoncée, vers le féminicide. Donc, au-delà du terme, c'est tout un fonctionnement ou un dysfonctionnement qui se met à l'œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, avec ma cliente, nous avions voulu engager la responsabilité de l'État. Alors, premièrement, qu'est-ce que l'on a en droit français? On a tout simplement un homicide, donc un meurtre, si meurtre il y a. Je dis ça parce que quand une femme est tuée, on peut avoir souvent 3 qualifications. On a soit des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner, hein, donc on va dire une bagarre qui fait que l'auteur n'avait pas l'intention de tuer sa femme. Donc ce sont des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et il encourait 15 ans. On a une autre qualification qui est le meurtre, c'est-à-dire là la volonté de tuer son épouse. Je dis c'est épouse, concubine, compagne, compagnon, ou ex. Et ensuite, on a l'assassinat, c'est-à-dire une volonté préméditée, organisée de tuer la victime. C'est encore le stade au-dessus, c'est-à-dire l'organisation d'une poursuite, d'un mode opératoire qu'il a fait tomber dans un traquenard. Voilà. Donc, on a à peu près 3 incriminations. Et depuis 2006, on a une circonstance aggravante qui vient s'ajouter, on va dire, à ces crimes sans circonstance aggravante initialement, c'est la qualité de conjoint, de concubin, de pacsé, d'ex-conjoint, d'ex-concubin, d'ex-pacsé. Donc, nous, le féminicide, finalement, intervient d'abord quand la circonstance aggravante est utilisable, et donc on passe de 15 ans de réclusion criminelle pour les coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner à 20 ans de réclusion criminelle, et on passe de 30 ans de peine encourue à la perpétuité pour les homicides. Et pour l'assassinat, comme le meurtre avec circonstance aggravante, finalement, on passe de 30 ans à la perpétuité. Là, pour l'assassinat, on va rester à la perpétuité, finalement, à la circonstance aggravante. Donc, on est dans cette circonstance très, très singulière et très technique. Et ce qui est intéressant en droit français, c'est que on entre dans le cadre de cette circonstance aggravante, elle est utilisée dès que l'on a ce lien affectif avec la victime. À partir du moment où on est dans la situation de conjoint, pacsé, concubin, ex-conjoint, ex-pacsé, ex-concubin, la circonstance aggravante s'applique. Et c'est d'autant plus important que finalement, ce lien-là, tous les intervenants, et mes 2 Frédéric, que j'aime beaucoup, qui sont précédés, l'ont bien décrit. C'est dans cet endroit-là que l'on tue le plus, et c'est dans cet endroit-là, enfin dans cet endroit qui est le foyer, la maison, le lien affectif, et c'est dans cet endroit-là que finalement ce lien-là est analysé comme une circonstance atténuante. Et c'est grâce finalement à cette circonstance aggravante objectivée par le droit que l'on a pu passer vers une aggravation des peines, une aggravation du traitement judiciaire, grossir et mettre une loupe sur ce qu'est ce crime-là. Et donc, aller chercher, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec la définition, je suis d'accord, mais elle est difficilement en l'état actuel transposable en droit français, c'est-à-dire aller chercher dans l'esprit de l'assassin ou du criminel pourquoi j'ai essayé de tuer cette femme en tant que femme, en tant que personne genrée, en tant que personne appartenant à une partie de la population, en tant que personne ayant une histoire différente de celle des hommes. Cette notion de genre n'est absolument pas introduite en droit français. Et ce qui m'intéresse finalement, c'est de pouvoir la nommer, cette différence ou cette circonstance aggravante, sans passer par des méandres qui seraient difficiles à entendre actuellement de la part de jurés ou de magistrats qui ne sont absolument pas habitués à la notion de genre. Il n'y a pas du tout d'introduction de cette notion-là. Donc, cette circonstance aggravante objective me permet d'entrer dans finalement ce que maintenant même les procureurs de la République appellent le féminicide. Et pourquoi justement ne pas nommer, alors dans ces cas-là, le crime de tuer une femme,
avec la définition juridique, mais introduire dans un chapitre, par exemple, du féminicide, avec toutes les déclinaisons, hein, que je vous ai décrites, le terme de féminicide, de façon à ce qu'on sache de quoi on parle. Parce que si l'appréhension du féminicide n'a pas de valeur juridique en France telle que c'est en Amérique latine, au moins ceux qui en parlent savent ce que ça recouvre derrière. Et là, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que ça nous renvoie au mode opératoire. Et là, le mode opératoire, il est inévitablement, puisque je parle des féminicides de l'intime, mais on peut parler des autres, hein, c'est un parti pris aussi, il y a un mode opératoire qui est totalement verrouillé, qui commence par ce qu'a dit Frédéric Martz, c'est-à-dire les violences conjugales, et qui, à un moment donné, notamment lorsque la femme va partir, et lorsque l'agresseur, l'homme violent, réalise que cette fois la rupture est définitive, et non pas que c'est une fois de plus et qu'elle n'y arrivera pas, eh bien c'est à ce moment-là qu'il passe à l'acte. Et ce qui me semble extrêmement important, c'est que dans 9 féminicides sur 10, en tous les cas de ceux que j'ai connus et plaidés, c'est une fois par mois en cour d'assises, donc c'est beaucoup, hein, voire une fois tous les 15 jours en cour d'assises, c'est beaucoup. C'est très triste ce que je vais vous dire, mais on aurait pu l'éviter. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord des violences, hein, telles qu'on les connaît, avec la lune de miel, des violences qui ont été portées à la connaissance de l'institution judiciaire. Frédéric a dit 40%, Frédéric, masculin aussi, on peut dire que c'est même plus parce qu'on a porté à la connaissance, pas forcément de l'institution judiciaire, mais des assistantes sociales, des assistantes sociales, des psys. Donc des tiers sont informés de la situation de violence conjugale. Je suis peut-être un peu longue. Mais on a cette information et là, on a l'impression que la machine n'entend pas et que cette femme va rester dans cette boucle sans pouvoir en sortir. Je dénonce, mais rien ne se fait, rien ne se passe et rien ne s'opère. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer dans l'affaire que nous avons portée devant les tribunaux, c'est que d'abord, il y a à la base une disqualification constante de ce que subissent les femmes en termes juridiques et judiciaires. Dire que les femmes qui ont subi des féminicides ont souvent été victimes de tentatives de meurtre. Et là, dans le cadre de Cathy Thomas, c'était le cas. Ce ne sont pas des violences conjugales, ce sont souvent des tentatives de meurtre ou de strangulation. Donc, disqualification d'emblée. Première chose. L'affaire est traitée, contrôle judiciaire. La mesure de protection, quand elle est mise en œuvre, une fois sur 2 au moins, elle est violée. Elle n'est pas respectée. La femme le dénonce et n'est pas crue une nouvelle fois, donc il y a une nouvelle banalisation. Banalisation dans la première qualification des violences, banalisation dans les nouvelles violences qu'elle subit en raison même et malgré le contrôle judiciaire, absence donc d'intervention et de réponse judiciaire, augmentation là, des violences, donc effectivement impunité de l'agresseur, une nouvelle fois, et passage à l'acte. Et là, de la part de Cathy Thomas, passage à l'acte, et c'est surréaliste, elle appelle le 15, et là, le 15 ne croit pas qu'un féminicide est en train de se commettre, pense qu'il s'agit d'une blague, alors que les coups de feu sont enregistrés, les appels au secours, les hurlements et le double assassinat du père, de la mère d'Isabelle Thomas avant qu'elle ne soit assassinée. Donc, on a la mort en direct. Et malgré ça, le policier est dans le déni. Il n'y croit pas. Et si vous voulez, on a toute l'accumulation de déni dans ce cas. Jusqu'au dernier cas où, lors de l'interpellation, l'agresseur tente de se suicider, avec une mise en scène, on le disait tout à l'heure, chantait tout à l'heure, justement de strangulation et de pendaison. Et là aussi, le service carcéral ne fait pas attention et il se suicidera un mois après. Donc tout cela pour dire que cet enchaînement d'absence de reconnaissance, de disqualification, d'absence de prise en compte, d'absence de révocation, de contrôle judiciaire, d'absence de transmission de l'information,
amène, et finalement, est-ce qu'il ne crée pas un droit de tuer pour l'agresseur? C'est très fort ce que je dis, mais c'est vrai que rien ne l'aura empêché. Alors, dans ce dossier où j'ai engagé la responsabilité de l'État était contre nous, évidemment, nous a répondu, premièrement, que je ne prouvais pas le préjudice de ma cliente, qui avait perdu son père, sa mère et sa sœur. L'État me disait que je ne démontre pas qu'en dépit de tout ce que je viens de vous dire et qui était dans la procédure, que je ne prouve pas qu'il y ait une faute de l'État. Et ensuite, l'État m'indique que même s'il y a faute, la faute n'est pas grave. Écrit noir sur blanc comme cela. Et j'entendais l'État me répondre, enfin le représentant de l'État, et je voyais en même temps les mots du Grenelle, les mots du Premier ministre, les mots de notre président de la République, nous dire que c'était une priorité. Et donc, on était dans le double langage constamment, finalement. Et le double langage, c'est effectivement ce qui tue les victimes. Puisqu'on leur dit, à l'extérieur, dans la société, dénoncez, nommez, on vous entendra, on vous écoutera. Et lorsqu'elles dénoncent, on ne les entend pas, on ne les écoute pas, on ne transmet pas, et on les dénigre. Donc, c'est aussi ce double langage qu'il faut arriver à abolir et faire en sorte que l'institution judiciaire intègre la société. Parce que là, on a aussi une dissociation, on a une entreprise complètement psychotique qui n'entend pas ce qui se passe ni dans la rue, ni dans les foyers. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu longue, mais il faut continuer. Et finalement, moi, je manque de combattantes, parce que je suis tout à fait prête à continuer et aller beaucoup plus haut, mais encore faut-il vouloir se battre. Je ne peux qu'inviter les femmes et vous inviter à vous battre. Voilà. Puis quand on se bat, on y arrive aussi. Se battre, se mobiliser et se regrouper. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, votre prise de parole était très éclairante sur beaucoup de points. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, tout ne nous est pas dit. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment très éclairant. On va maintenant, du coup, Zoé, tu laisses la parole. Oui, donc merci beaucoup pour cette intervention, Maître Steyer. C'était très intéressant. Et maintenant, j'aurais une question pour vous, Monsieur Noël Agossa. Vous avez fondé une association d'aide aux familles des victimes de féminicide et vous voulez faire évoluer les lois, vous voulez les changer. Et selon vous, quels dysfonctionnements existent et pourquoi il est nécessaire de changer les choses? C'est en complément avec ce que Maître Steyer vient de dire. Oui, bonsoir et merci pour l'invitation. Je remercie déjà Maître Steyer et Madame Mars, en fait, par rapport à et Madame, le nom m'échappe un tout petit peu. Il y a tellement de carences déjà, en premier lieu, beaucoup de carences. Les carences, c'est lorsque aussi l'État manque à ses obligations régaliennes, qui sont de protéger, dans un premier temps, de protéger des vies humaines. La vie des femmes en France, dans cette nation. Aujourd'hui, on parle de dysfonctionnement. Je dirais, pour suivre un peu ce qu'a dit Maître Steyer, de dysfonctionnaire. C'est peut-être un mot inventé depuis quelques jours lors d'une poésie. Des dysfonctionnaires. Parce qu'en fait, derrière chaque appareil étatique, il y a des hommes, avec un grand H, des êtres humains, en fait, qui sont là pour poursuivre, en fait, l'appareil étatique, le protocole. Aujourd'hui, nous, familles, je parle en tant que famille, en premier lieu, parce que, ayant perdu une nièce il y a 4 ans de cela, donc dans un féminicide, aujourd'hui, le procès a eu lieu il y a à peine 1 mois, pas encore 1 mois. On parle de dysfonctionnement depuis le début, depuis les prises de plainte, depuis le traitement judiciaire. Vous savez, en France, aujourd'hui, lorsqu'une plainte est déposée, en premier lieu, pour arriver à cet état de plainte, c'est déjà un parcours. Vous savez,
souvent, les plaintes se transforment en main courante. Et déjà, à cette première étape, en parenthèse, vous savez, les fonctionnaires de police ont déjà un protocole à suivre. On remet à une victime une feuille ou 2 feuilles, mais avant cela, le protocole de travail, c'est l'équivalent d'une trentaine ou quarantaine de pages déjà que les fonctionnaires doivent étudier, doivent lire, doivent maîtriser et en fait faire un dialogue avec les victimes. Et pour la plupart des cas, ce n'est pas respecté. On se contente juste d'écouter, en parenthèse, une victime et de taper à la machine pour, d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, lui remettre une copie et signer et au revoir. Malheureusement, cette première étape, en fait, est un problème essentiel dans tout ce parcours d'une victime. Première chose. Deuxième chose, lorsque cette plainte, je ne suis pas là pour faire juste le protocole d'une plainte, mais je tenais quand même à expliquer ces dysfonctionnements aussi et ces dysfonctionnaires. C'est important. Lorsque cette plainte, si elle arrive au niveau du parquet, il faut quand même savoir qu'en France, le parquet, le procureur peut saisir ou ne pas saisir au bout des 90 premiers jours, hein, au bout de 3 mois, dire oui, je poursuis ou non, je ne poursuis pas l'auteur de ce crime-là. Et parfois, ça peut aller jusqu'à 4 ans. Imaginez, donc les délais ne sont pas forcément respectés et ne sont pas ce qu'on imagine, malgré que les choses commencent à changer, mais on a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Pour revenir sur ces dysfonctionnements, c'est vrai qu'aujourd'hui, on qualifie un féminicide du fait de tuer une femme parce que c'est une femme. Nous, les familles, on ne s'arrête pas qu'à là, parce que souvent, on oublie aussi les familles, qui sont aussi des co-victimes et aussi des témoins. Hein, vous imaginez, aujourd'hui, le fait de tuer une femme parce que c'est une femme ne s'arrête pas là. C'est aussi lorsqu'on nous enlève une enfant, une sœur, une amie, une collègue, une pote, en parenthèse, lorsqu'on on est obligé de trouver des éléments à preuve, hein, pour montrer qu'il y a eu, des peurs qui ont fait que les plaintes soient retirées ou pas forcément déposées. Lorsqu'on est obligé de chercher des éléments concordants pour que la police puisse admettre, oui, la plainte n'a pas été jusqu'au bout, ça s'est transformé en main courante, on est obligé aussi, sur tellement de choses, vous ne pouvez même pas imaginer tout ce protocole, en fait, que les familles doivent faire avant d'arriver à un procès. Imaginez si on arrive à un procès, parce que vous savez, il y a une bonne partie des auteurs qui se suicident après le féminicide. Donc, les sanctionnements commencent en toute honnêteté par la police, par la justice naturellement, et bien sûr hein, par le côté social. On oublie aussi, hein, parfois il y a des travailleurs sociaux qui ne prennent pas en charge les alertes, les appels au secours de beaucoup de femmes violentées et qui sont en danger. Donc, en fait, il y a toute une chaîne de responsabilités à remettre vraiment sur la base, sur les starting blocks, pour éviter les féminicides et éviter en fait la recrudescence des violences. Voilà. Donc ça, c'est la première chose où je voulais apporter et j'attends vos questions sur la suite pour ne pas être trop long. Merci beaucoup pour votre réponse. On va maintenant passer à la troisième partie qu'on a intitulée En parler pour en finir. L'idée, c'était surtout de parler voilà, de la façon dont le féminicide était... dont on parlait du féminicide et quelles actions étaient mises en place en fait, pour y mettre fin, ou en tout cas pour tenter d'y mettre fin. Et donc, je vais commencer par une question adressée à Madame Gradin sur justement les actions qui ont pu être menées contre la recrudescence des féminicides ou des violences par ONU Femmes, justement. Ok. Par ONU Femmes en général, dans le monde. Oui, en France et puis dans le monde, comme vous préférez. Ok. Oui, juste effectivement, en 2019, on avait eu une année assez triste parce que du coup, on a eu une hausse des 20% de féminicides par rapport à 2018. Donc, effectivement, on a eu une mobilisation, mais dans les faits, on a vu
comment ça s'est traduit. Et en fait, cette année, on a aussi le premier confinement qui est venu taper à la porte en nous donnant à nouveau un signal concernant les violences faites aux femmes et avec une hausse des violences faites aux femmes en France et partout dans le monde. Effectivement, en France, environ 30% des signalements qui ont été, oui, qui ont augmenté. Et ce qu'on a pu constater chez ONU Femmes France, c'est que cette, disons, pandémie fantôme, donc des violences faites aux femmes, ça est venu ajouter à la pandémie, donc à la pandémie de Covid-19, parce que tous les États étaient impactés par la pandémie et ça s'est traduit par une exacerbation des violences, surtout conjugales, parce que par le fait du confinement, on était enfermés avec, les femmes étaient enfermées avec les agresseurs. Et par contre, on a vu qu'en France, les féminicides ont baissé pendant le confinement parce qu'on est passé des 3 jours ou un féminicide tous les 3 jours ou 2,5 jours à un féminicide de tous les 4,4 jours. Et donc, la France et l'Espagne ont fait un peu figure d'exception, alors que malheureusement, en Italie, par exemple, le nombre de féminicides a triplé. On avait presque une féminicide tous les jours, ce qui est très grave. Et donc, ONU Femmes a pu mettre en place des réponses adaptées dans plusieurs pays du monde, parce que, donc, je rappelle, ONU Femmes France n'a pas d'action en France, donc dans le terrain français. On s'occupe vraiment de tous les pays dans lesquels les femmes ont besoin hors de France, et donc on touche plus que 100 pays du monde. Donc je peux vous citer certaines mesures qui ont été prises par ONU Femmes en Serbie, par exemple, avec ONU Femmes a pu venir en aide à des refuges des survivantes des violences conjugales, donc en donnant des kits d'hygiène et aussi des premières nécessités, effectivement les nécessités de la crise sanitaire, aussi des formations qui ont pu servir à de l'assistante téléphonique pour prendre en charge les victimes des violences au Malawi, aussi des aides qu'on a pu donner à la société civile en Bolivie, notamment en aide des associations des terrains pour aider ces femmes victimes des violences. Et en fait, le constat a été qu'aucun pays n'était épargné. Et donc, par exemple, en France, nous, on s'est engagé et on a levé des fonds. En fait, on a réorienter toute notre action qui était notamment l'action normale de l'année, et ça devait être en fait concentré sur le forum Génération Égalité, et on a tout réorienté notre action pour venir en aide à ces femmes, pour faire des appels à dons, pour contribuer à ces projets. Et après, ONU Femmes a pu aussi venir faire un peu de donner des lignes directrices aussi aux États pour qu'ils n'oublient pas d'émettre dans les mesures de relance après le Covid, mais aussi pendant la crise, de ne pas oublier les femmes victimes des violences dans les mesures qu'elles venaient de prendre, et notamment avec le PNUD, donc une autre agence onusienne. ONU Femmes a mis en place un tracker qui donc était un outil de suivi pour analyser toutes les mesures gouvernementales sous l'angle de l'égalité des sexes et toquer à la porte des États en disant voilà, sur tel sujet, vous n'avez pas forcément pris des mesures suffisantes en termes d'égalité, en termes des mesures contre les violences faites aux femmes, etc. Et donc, effectivement, on espère que la pandémie va se terminer parce que tous les États ont été vraiment impactés, et les femmes et les filles surtout. Et on le voit dans tous les crises, notamment sanitaires. On l'avait vu avec Ebola avant, même si Ebola, effectivement, c'était une maladie qui était confinée, entre guillemets, dans le continent africain, et on ne l'a pas vu. Mais les rapports sont bien là. Et ils montrent que les femmes sont victimes, sont les premières victimes. Et donc, voilà, on doit se prémunir aussi
pour la suite et pour les crises qu'on pourra avoir dans le futur. Merci beaucoup déjà pour toutes les actions que vous menez. Je pense que c'est très important, effectivement. Zoé, je te laisse la parole. Oui. Donc maintenant, j'ai une question pour Madame Marthe à nouveau. Du coup, on a vu les actions que ONU Femmes mettait en place pour aider les victimes. Et donc, vous faites partie d'un institut qui aide les femmes et les enfants. Comment vous faites pour protéger les femmes et du coup aussi les enfants, puisque vous nous l'avez rappelé au tout début entre nous qu'il y avait énormément en fait, d'enfants qui étaient aussi des témoins, aussi des victimes de violences. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place pour aider ces personnes? Alors, d'abord, dans le respect de l'association de familles de victimes, je voudrais vraiment revenir sur un thème qui me gêne beaucoup. On parle souvent de violences conjugales, on parle d'un Grenelle des violences conjugales. Pour moi, j'appelle ça un Grenelle des violences intrafamiliales. On ne peut pas ignorer qu'il y a beaucoup d'impacts, qu'il n'y a pas qu'un homme et une femme et un conflit entre un homme et une femme. Je pense que l'impact est beaucoup plus large et prend une dimension qui n'est pas suffisamment prise en compte. J'ai parlé effectivement de l'impact sur les enfants tout à l'heure. C'est évident que les enfants sont très souvent témoins. Alors nous, ce qu'on essaie de faire en association de terrain, c'est vrai qu'on égrène sur notre compte Instagram le chiffre des féminicides. C'est pas très glorieux et heureusement, depuis quelques jours ou quelques semaines, on a moins à égrener ce chiffre qui n'augmente pas heureusement. Mais pour autant, sachez qu'une association de terrain qui est impactée ou en tout cas qui prend en charge une femme et qui se sent dans une situation d'échec parce qu'au bout, il y a un féminicide, c'est absolument dramatique pour des équipes de professionnels qui ont tout fait avant. Alors, c'est vrai que M. Agossa a beaucoup présenté la difficulté de ses relations avec les institutions que sont la police, le social. Alors, nous, on essaye, quand on a construit cette association, on a un objectif, on a des valeurs évidemment, mais on a un objectif, c'est le mieux travailler ensemble. Je pense que des associations comme les autres ont cette capacité à vouloir travailler d'abord mieux ensemble à l'intérieur de l'association. Et là, je pense à la stricte curation d'un modèle, par un modèle holistique comme le nôtre, qui a réuni en un même lieu des professionnels de santé, des professionnels de la justice pour traiter évidemment le psychotraumatique, mais aussi la victimologie. Ces deux éléments qui sont importants et qui font comprendre que tant que les gens ne sauront pas travailler ensemble et s'opposeront ou voire ne feront pas les choses, je vais dire, avec cohérence, nous serons confrontés, nous, associations, à des difficultés de fonctionnement. On parle beaucoup du confinement, on parle des violences conjugales pendant le confinement, mais combien de victimes se sont déclarées dans les violences pendant ce confinement, simplement parce qu'il y a une autre souffrance psychique qui s'installe, c'est l'enfermement dans lequel on peut se retrouver. Alors, au plan strict de la curation, le modèle holistique tel qu'il est inventé par Women's Health est sans doute le plus efficace aujourd'hui, car il permet d'accompagner, en fait, dans une dimension, un accompagnement multidimensionnel, pérenne. Ça aussi, la pérennité n'est jamais citée comme un élément fort et qui permet effectivement de rentrer dans un accompagnement qualitatif. La pérennité, c'est quelque chose qui fait qu'on s'engage auprès de quelqu'un et qu'on ne la lâche pas, quels que soient les échecs qu'elle va rencontrer dans son parcours. Et évidemment, mais chacun sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. La meilleure manière de lutter contre les féminicides, c'est aussi d'éviter qu'il y ait des tueurs de femmes ou des femmes suffisamment fragilisées pour normaliser les violences subies. Alors, pour ça, il faut évidemment prendre un peu le mal à la racine et prendre en charge les potentiels auteurs et les potentielles victimes le plus en amont possible, éventuellement dans l'enfance. Je reviens au statut des enfants. On ne naît pas auteur et on ne naît pas victime. Il y a des choses qui se passent dans la vie de ces enfants qui les construisent dans un terreau qui n'est pas toujours, qui ne permet pas une croissance, on va dire, dans des bonnes conditions, voire c'est des états de fait. Et il faut arrêter de penser qu'il y a effectivement cette différence et qu'on restera auteur toute sa vie ou on restera victime toute sa vie. Aujourd'hui, quelle que soit la situation, il faut prendre la situation, traiter, accompagner et ne pas lâcher. Nous nous sommes rendus compte effectivement clairement que parce que 70% des femmes que nous prenions en charge, accueillies chez nous tout au début de notre ouverture, ont subi des violences pendant l'enfance, il y a une prévalence énorme qui détermine et conditionne les victimes d'hier à être les bourreaux, les victimes de demain.
En fait, c'est la raison pour laquelle nous, on travaille beaucoup sur la prévention, la détection, avec des professionnels qui aujourd'hui se sont beaucoup trop mis encore en recul de leur rôle. Je pense notamment aux médecins qui sont absolument pas du tout dans un circuit suffisamment engagé, parce qu'un médecin, c'est un médecin qui soigne, qui écoute, mais pour autant qui n'a pas les outils aujourd'hui pour accompagner. Donc, parce qu'il n'a pas d'outils, il ne fait pas. Et ça, c'est absolument pas possible. On parlera de la justice de la même façon. C'est vrai qu'aujourd'hui, Isabelle en a parlé, ou je crois que c'était un intervenant qui disait, en fait, on se rend compte du nombre de fois où même s'il y a eu un jugement, l'application n'est pas stricte. C'est vrai que certaines femmes se retrouvent avec l'auteur alors qu'il a une obligation de mesure d'éloignement et elle a un auteur au pied de son immeuble. Là, c'est vraiment des choses que nous ne comprenons pas en tant qu'association. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas qu'on se décourage. Donc, ce que l'on crée, c'est des réseaux de proximité qui font que, parce qu'on a un policier avec lequel on a bien pu construire un dépôt de plainte, on l'appellera, quel que soit le lieu et la domiciliation de la femme, on peut déposer plainte dans n'importe quel commissariat. Et c'est parce qu'on l'aide à déposer plainte que la plainte et la puissance de sa plainte sera effectivement réelle. Voilà, je voulais dire que nous ne sommes pas démobilisés. Je rejoins un peu ce que disait Isabelle. Il ne faut pas qu'on lâche. Il faut effectivement que la société civile, elle réagisse aussi, qu'elle soit en demande très précise de moyens. Je pense que les moyens, c'est ceux que n'ont pas les associations aujourd'hui, à la hauteur de ce que nous recevons aujourd'hui en termes de, on va dire, de formes de violence, parce que certaines formes de violence nécessitent beaucoup, beaucoup de temps, et le féminicide, pour nous, c'est quelque chose d'inacceptable. Effectivement, bravo aussi pour tout ce que vous faites et pour l'accompagnement si important que vous donnez à aux futures victimes et aux actuelles victimes aussi de violences ou de féminicide. Merci. Dernière question, Monsieur Agossa, justement, comment pensez-vous qu'il est nécessaire de soutenir les familles des victimes? Comment aussi faire en sorte qu'elles soient plus entendues, et que manque-t-il? C'est-à-dire des manques d'accompagnement, de lieux d'accueil, de solutions concrètes. Vous, qu'est-ce que vous avez pu aussi observer et aussi peut-être nous témoigner aussi de votre expérience en tant que famille justement de victimes de féminicide, si vous le souhaitez. Oui, bien sûr, il manque beaucoup de choses. Hein, donc, dans tout ce qui traite de la plainte, ça, j'en ai déjà parlé. Là, on arrive vraiment à un état déjà intermédiaire d'une violence. Je pense que la prévention, c'est nécessaire, naturellement, dans les écoles, dans les établissements, au sein des quartiers, au sein même des médias, une bonne prévention sur les comportements sexistes et les violences sexuelles. Et en second lieu, naturellement, il faut des actions concrètes. Il faut des prises en charge aussi. Naturellement, nous, pendant le premier confinement, on a créé une plateforme qui s'appelle Secours Urgence Femmes, parce qu'on a eu pas mal d'appels, de messages, inbox, etc., même sur WhatsApp, des femmes qui demandaient de l'aide parce qu'elles étaient confinées. Imaginez enfermées 4 murs avec son bourreau. Donc, cette plateforme, en fait, au début, c'était rien de prévu, rien de préparé. C'était vraiment quelque chose qui nous est tombé, en parenthèse, dessus. Nous, à la base, nous sommes une association, mais aussi un collectif. Donc, cette plateforme, en fait, était pour nous aussi, en parenthèse, un moyen de repérer des femmes victimes de violences, mais aussi de travailler dans ce sens-là en termes d'hébergement d'urgence. Imaginez, donc aujourd'hui, avec la ville de Valenton, donc où je suis devenu conseiller il y a très très peu, on travaille sur un projet de centre de jour, d'accueil de jour pour des femmes victimes de violences intrafamiliales aussi et conjugales, mais aussi plus tard, en tout cas, avec d'autres collectivités proches et un peu lointaines, entre parenthèses, d'un échange de logements d'urgence pour ces femmes-là, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que même si l'idée et même la base, la nécessité, c'est que les femmes victimes de violences, lorsqu'elles sont en couple, puissent rester dans la maison, dans l'appartement, en premier lieu, en priorité. C'est au bourreau, en parenthèse, à l'agresseur de partir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, lorsqu'on parle d'urgence aussi, c'est aussi de pouvoir mettre vraiment à l'abri
ces femmes-là pour un temps et voir peut-être pour pérenniser certaines choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de protéger, de mettre à l'abri et ensuite de faire notre travail derrière, un travail beaucoup plus psychologique en termes de psychotraumatisme après, plus tard. Mais aussi, on oublie souvent aussi le traitement aussi des hommes. On parle très peu de sanctions. Bon, Maître Steyer en a parlé, hein, les différents types de sanctions qu'il peut y avoir. Nous, on travaille aussi on réclame aussi qu'il y ait systématiquement, lorsqu'il y a un féminicide avéré, qu'il y ait la perpétuité en termes de sanctions. Qu'on ne se dise pas, oui, c'est un féminicide, en parenthèse, hein, mérite 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Non, on doit partir sur une base de perpétuité parce que les familles ont perdu une enfant, une sœur, une mère à vie. Donc, nous sommes déjà condamnés à vie. Donc, la perpétuité, on l'a déjà. Donc, les criminels, on doit partir sur cette base de perpétuité, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est en parenthèse réservé aux crimes terroristes ou d'autres crimes beaucoup plus en parenthèse fortes que le mort d'une femme par une femme. Donc, encore aujourd'hui, il y a des lois qui doivent changer, il y a des lois qui doivent évoluer. Le Grenelle des violences conjugales qui a eu lieu et pour nous, de notre côté, n'est peut-être pas un échec, mais est loin de répondre aux besoins de beaucoup de familles, de victimes de féminicides. Plein de choses ont été survolées, ça a été vu, ça a été visible. Et aujourd'hui, on aimerait que ça aille beaucoup plus loin que cela, hein, en termes de prévention, de repère et de repérage des violences et en termes d'action contre les violences faites aux femmes et contre les féminicides. Il faut beaucoup, beaucoup de travail encore à faire et on encourage vraiment les associations de terrain aussi, les collectifs, les juristes vraiment à plonger vraiment sur le féminicide, qu'on puisse vraiment en finir, même si ce sera dans 50 ans, dans 100 ans, mais qu'on puisse vraiment en finir parce qu'il est temps, il est temps. Et on n'arrête pas de compter, malheureusement c'est triste, on compte, on égrène des chiffres tous les jours, tous les 2-3 jours, et nous on aimerait bien que cela cesse un jour, hein, parce que souvent on parle des victimes, on parle d'une victime, mais on oublie aussi que derrière ces victimes-là, il y a aussi des familles qui souffrent. Hein, et ces familles-là, on ne peut plus les compter parce que ce n'est pas juste une personne qui meurt, c'est 15, 20 personnes qui ont perdu une partie de leur chair. Donc c'est important aussi de penser et de parler aussi aux victimes et de les associer aussi dans ce combat-là. Il est nécessaire. Nous, on n'est pas juste une association de familles de victimes qui pouvons pleurer dans nos chaumières. Non, non, on s'est dit, on prend le combat à bras le corps pour éviter que cela n'existe, pour que la peur et la honte puissent changer de camp et pour que les choses puissent avancer aussi auprès des familles, auprès des survivantes, hein, que j'en hommage parce qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent et qui nous rejoignent en tant que collectif, mais aussi en tant qu'association, ici en France, comme en Haïti ou partout d'ailleurs hein, dans le monde. Et on aimerait bien que l'État puisse suivre les recommandations du Grevio, entre autres, et pas mal de choses. Hein. Donc voilà, on est vraiment, la France est vraiment une mauvaise élève dans la suite des conventions qui existent. Hein. Donc, on est vraiment très en retard et on aimerait bien vraiment que les choses puissent évoluer et changer. Merci beaucoup pour votre réponse et pour vos actions aussi qui sont très importantes. Merci à vous. Donc, on peut conclure avec une question finale qui serait adressée à vous, tous les intervenants. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, demeure le plus urgent pour en finir avec les féminicides? Je peux par exemple demander à Madame Mars, par exemple, de s'exprimer en premier. Oui, je vais avoir une phrase très courte. Moi, je pense que c'est un volontarisme politique, des moyens massifs et une écoute attentive des associations. D'accord, merci. Maître Steyer, par exemple, pour vous, en une phrase, qu'est-ce qui est le plus urgent? C'est l'écoute des victimes avec une analyse circonstanciée de la situation de danger. Et ça, on le sait pertinemment, on a les critères en tête. Si je demandais à Frédéric de me les donner, elle saurait tout de suite voir si la victime est en danger de mort ou pas. Donc, c'est l'écoute des victimes avec l'échelle que l'on a et que l'on connaît bien de la gravité et du danger. D'accord, merci. Monsieur Chauveau, selon vous?
comme historien, on s'inscrit rarement dans l'immédiateté, donc pour moi, ce serait plutôt quand même sensibiliser et éduquer les filles et les garçons ensemble dès l'enfance. D'accord, merci beaucoup. Madame Gradin? Moi, je dirais les moyens, parce que quand on a les moyens financiers, on peut quand même aider plus les associations qui travaillent dans le terrain. Et on l'a vu, je prends toujours l'exemple de l'Espagne, mais voilà, pour habitant, c'est 16 euros par habitant la lutte contre les féminicides, et en France, c'est 5 euros. Donc, ça montre très bien la différence des moyens que la France met. Parce que bien sûr, tout ce qui a été cité, la sensibilisation et sans, bien sûr, volontarisme, on va nulle part, mais bien sûr, les moyens financiers également. Parce que sans hébergement, sans nuitée, sans suivi, les victimes ne peuvent pas être prises en charge. Effectivement, merci. Et pour finir, du coup, Monsieur Agossa. Ben, je continue dans la même lancée, donc éduquer, prévenir et aussi renforcer des peines pour éviter les récidives. Ok, merci. Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous pour vos interventions qui étaient vraiment très riches, très éclairantes et je pense très importantes pour la plupart d'entre nous. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. On a déjà quelques petites questions sur Facebook, mais en tout cas, du coup, nos auditeurs, auditrices, si vous avez des questions, c'est le moment d'en poser. Voilà. Donc, je vais déjà Moi, vous... si tu Ouais. veux lire. J'ai une première question. Je la lis. En 2021, un code pénal pour mineurs va être en vigueur. On continue donc d'avoir des modifications dans le droit pénal. Pensez-vous que la prochaine étape serait d'enfin mettre un mot sur les féminicides dans le code pénal et pourquoi pas créer des juridictions comme dans d'autres pays, comme le disait Madame Grabin. Donc ça, c'est Madame Taylor en avait parlé plus précisément. Mais Et du coup, Maître Steyer, si vous voulez y répondre. puisqu'on veut développer sur l'aspect de reconnaître, enfin d'intégrer le mot féminicide dans le code pénal. Intégrer le mot féminicide, mais aussi tout ce qui en découle, c'est-à-dire avoir effectivement des juridictions spécialisées, de façon à ce que il n'y ait pas une dissociation entre le civil et le pénal, c'est-à-dire que l'on ne protège pas d'un côté ou que l'on ne s'occupe pas d'un côté des enfants et de l'autre côté des violences ou de l'assassinat, parce que, comme on l'a tous dit, hein, on doit prévenir, protéger non seulement la femme, mais également les enfants, réparer et puis donner de quoi vivre au quotidien. Donc, moi, j'avais beaucoup invité à réfléchir sur une loi globale qui permettrait de mettre en avant et de mettre en vigueur une juridiction spécialisée, avec le civil et le pénal qui dépendraient d'un magistrat, puisque on sait que les victimes doivent répéter encore non seulement à différents interlocuteurs, mais que les critères d'évaluation du coup sont aussi dissociés en fonction des magistrats. Et là, on aurait toutes les données sur un même homme, sur une même famille, sur les mêmes enfants, sur une même victime, dans un même lieu. Ce qui permettrait de bien mieux les aider, oui. D'accord, on a une autre, merci. On a une autre question sur Facebook toujours. Je voulais savoir quelles sont les stratégies en France pour combattre les violences conjugales et le féminicide quand la victime est une étrangère. Car si c'est déjà compliqué pour une Française, pour les étrangères c'est encore pire et comment résoudre cette problématique. Donc ça, prenez la parole, libre à vous de prendre la parole si vous avez la réponse ou des éléments de réponse en tout cas. Alors, le seul élément, il n'y a pas de spécificité pour les étrangères. On a un traducteur qui est rendu obligatoire. Il y a, si elle est sans papier, une possibilité d'avoir un titre de séjour si elle est victime de violences conjugales, on va dire certaines, prouvées, existantes. Et s'il n'y a pas de condamnation, c'est à l'appréciation de la préfecture. Et puis, il y a les interdictions de sortie du territoire, puisqu'on peut avoir aussi des enlèvements. Il y a tout ça, mais l'interdiction de sortie du territoire n'est possible que si, alors je dis à la fois une bêtise, parce que est-ce que c'est d'origine étrangère, que si on a la nationalité française, puisqu'on ne peut pas interdire de sortir du territoire français quelqu'un qui n'en a pas la nationalité, sauf si c'est dans un cadre de droit pénal, donc criminel ou correctionnel.
Donc, c'est uniquement le droit civil, donc ce n'est pas possible. Et puis après, il y a la spécificité associative. Mais en termes juridiques, je ne vois pas. Bon, il y a des choses très particulières comme l'excision où elles peuvent faire l'objet d'ordonnances de protection, mais il n'y a pas un accompagnement spécifique en tant que tel pour les femmes étrangères. Comme il n'y a pas d'accompagnement spécifique pour les femmes handicapées, hein, sourdes, aveugles, muettes, voilà, sans membre, incapables juridiquement, hein, des femmes en hôpital psychiatrique, il n'y a aucune possibilité de se voir aider différemment qu'une femme majeure ayant toutes ses capacités. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Je voudrais intervenir quand même parce que là, vous avez l'aspect très, très juridique. Alors, quand on reçoit une femme, nous, on a beaucoup, beaucoup de demandes de femmes qui viennent de pays d'Afrique du Nord, par exemple, avec des violences. Souvent, des femmes qui sont amenées sur le territoire français et puis au bout de quelques mois, on veut s'en débarrasser, on cogne dessus, etc. C'est combien de fois on est confronté à ça? On est aussi confronté à on va dire, des femmes qui migrent parce qu'elles subissent des violences, et vous connaissez les violences rituelles que sont l'excision, etc., et qui sont des femmes qui demandent la protection. Alors c'est vrai que le seul contexte dans lequel on agit, on va dire avec difficulté, c'est quand le lieu de la violence a été, enfin le lieu de la violence a été exercé au pays. Parce que comme l'expliquait Isabelle, c'est vrai qu'à un moment donné, on est un peu perdu entre le droit local et le droit effectivement français qui s'impose. La seule chose que nous faisons en tant qu'association, c'est qu'on met tous les moyens pour protéger la femme qui est sur le territoire français, et donc on essaye de faire reconnaître les violences qu'elle a subies au pays. Alors ça, c'est évidemment le parcours qui est difficile. On est confronté effectivement à des contextes où la protection est nécessaire, mais évidemment, il faut des éléments de preuve qui permettent à une structure comme la nôtre de porter à la connaissance des institutions comme la police, etc., des faits qui sont avérés. C'est très, très difficile. Mais en même temps, ça n'est pas parce qu'elle est étrangère qu'on se dit que ça n'est pas notre sujet, évidemment. Évidemment, on est bien d'accord, Frédéric. Oui. Mais c'est vrai que d'autant plus pour les femmes étrangères, on est obligé de travailler ensemble. Exactement. Et de créer un grand corps autour d'elle, hein, de façon à créer une protection. Exactement. Oui. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Moi, j'avais une question. Pour vous, Madame Marthe, vous avez parlé des outils, de la nécessité pour les médecins d'avoir des outils pour mieux encadrer les enfants. Est-ce que vous pouvez un peu préciser de quels outils il pourrait s'agir et comment les médecins pourraient aider à prévenir les violences? Ce n'est pas des outils pour les enfants en particulier, c'est des outils pour identifier effectivement les violences. Ça m'amène juste à faire une réflexion, et je reviendrai sur votre question. En fait, on ne parle jamais des infanticides. Je pense que Isabelle en parlera, mais on parle des féminicides, mais on ne parle jamais du nombre d'enfants qui ont été tués dans le cadre des féminicides. Je reviens au rôle des médecins. Alors pourquoi je vous ai parlé des médecins? Parce que pour moi, l'organisation que nous avons mis en place il y a maintenant quelques années, elle s'est basée en fait sur une entrée forte de la santé dans la prise en charge globale. Et aujourd'hui, les acteurs de santé, que sont par exemple les médecins dans les cabinets, donc les médecins de famille, des infirmières qui vont au domicile, des sages-femmes qui vont au domicile, tout ça, c'est des acteurs, ou des pharmacies, puisqu'on a beaucoup utilisé les pharmaciens dans le cadre du confinement, où on disait que dans les pharmacies, on pouvait alerter qu'on était en danger. En fait, les médecins aujourd'hui sont en train de se mettre en marche parce qu'ils ont pris ce sujet comme un sujet dont ils doivent être partie prenante. Mais ils se sont rendus compte aussi qu'il fallait qu'il existe une transversalité. Vous avez entendu parler du signalement qui pouvait être fait à partir du moment où une femme, dans une consultation, le médecin peut identifier des signes de danger imminent. Il peut actuellement maintenant signaler. Mais le problème de tous ces acteurs, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe après mon signalement? On revient toujours à la logique d'un parcours qui n'est pas connu, et les gens n'y vont pas, même les professionnels n'y vont pas, parce que ce n'est pas un parcours clair, ce n'est pas un parcours, je dirais, fléché, qui permet à un médecin, à partir du moment où il identifie une situation de grave danger ou de danger imminent, de prendre le téléphone, de signaler, parce que derrière, il sait qu'il y a un placement de la femme
rapidement dans un lieu sécurisé. On parlait des hébergements tout à l'heure. Pourquoi on parle toujours de ces hébergements? Parce que c'est une des premières marches vers une mise en sécurité. Après, on peut agir dans une temporalité que l'on construira avec elle. Pour l'instant, je pense que les solutions ne sont pas claires, donc les professionnels n'y vont pas. Mais je rappelle quand même que le travail de Conseil de l'Ordre des médecins est en cours et qu'il y aura très clairement une grande campagne qui se fera et qui va même se faire à travers un travail qui a été élaboré par une notion de transversalité, toujours le travailler ensemble. Et d'ailleurs, Isabelle Steyer fait partie d'une commission qui travaille sur les violences faites aux femmes. C'est de travailler dans une cohérence transversale pour ne pas rester dans sa branche de métier. Parce que plus on reste dans sa branche de métier, plus on ne comprend pas ce que fait l'autre ou ce que va faire l'autre dans sa compétence. Oui, c'est qu'il y a une vraie spécialité, je pense, enfin, j'en suis certaine, on en est certaine, de l'accompagnement des femmes victimes de violences. Parce que on a à la fois du psy, du juridique, du sociologique, de l'historique, qui est très fort. Et on a aussi toute l'histoire personnelle qui est là, comme tu l'as dit. Et donc, si effectivement, on n'a pas la bonne écoute, alors après au bon moment, et très spécialisé, il sera passé à côté de ce que l'on peut mettre en place. Donc, on ne peut qu'inviter à ce qui est une écoute, c'est une défense, une expertise, un jugement. On parlait des juridictions spécialisées, on peut parler des maisons comme Women Safe qui accompagnent ces femmes-là, comme des avocats, comme des psy. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très particulier parce qu'il y a aussi des mouvements et un positionnement qui n'est pas celui des autres victimes, puisqu'il y a souvent 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Voilà. Et ça aura tendance à lasser l'interlocuteur, notamment l'interlocuteur judiciaire, s'il ne sait pas que cette première procédure, même s'il ne va pas jusqu'au bout, elle va quand même aider la femme à dire, à nommer, être entendue, être cru. Voilà, et à élaborer quelque chose. D'accord, merci beaucoup. Alors, ouais, vas-y. Si je puis me permettre, je suis du coup un ancien membre de l'antenne UNOMEN et j'ai pu assister justement à une conférence pour faire écho à ce que vous disiez sur justement l'excision. Et on avait eu l'intervention justement d'une association qui s'appelle la Maison des Femmes. Et en fait, ils nous ont expliqué assez clairement que pour enrayer, l'une des manières d'enrayer justement l'excision en France et éviter justement ce phénomène de retour au pays et de cette violence qui s'opère au pays, non pas sur le sol français, on avait justement fait appel aux médecins qui prodiguaient justement un examen médical en amont du départ pour justement constater l'absence de violence effective avant le départ et justement procéder à une sanction si au retour il y avait eu une excision ou une violence physique opérée. Et du coup, en fait, je me posais la question de savoir si justement l'examen médical de manière, enfin, la promotion en fait, de l'examen médical de manière systématique et justement la sacralisation du corps des femmes et enfin, accorder une plus grande attention justement à ce rapport médical, ça peut être une manière aussi de dissuader les gens qui procèdent justement à certaines violences qui peuvent être en amont du féminicide. Alors, vous avez plusieurs questions parce que vous avez abordé une forme de violence que nous connaissons très bien ici, puisque c'est ici qu'a été inventée à Saint-Germain, donc là où on est basé, la technique de réparation des mutilations sexuelles. Et c'est une des questions que l'on connaît extrêmement bien. Si on revient rien qu'à cette forme de violence, aujourd'hui, il y a effectivement un système de santé, une chaîne qui s'est mise en place. C'est donc les services de protection materno-infantile qui examine l'enfant avant le retour au pays, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est du fait du retour au pays que l'enfant pourrait potentiellement être excisé, sachant qu'aujourd'hui, cette forme de violence est criminalisée, donc c'est bien un crime sur l'enfant que l'on fait si on devait pratiquer. Donc, pour moi, cette forme de violence, effectivement, elle a utilisé la chaîne
médicale pour effectivement permettre de protéger l'enfant de son retour au pays. Sauf que, ce que la Maison des femmes ne vous a peut-être pas dit, c'est que les enfants, une fois partis là-bas, pendant des mois, ils restent, ou même des années, et ils reviennent au bout de quelques années. Donc ça veut dire que quelque part, l'enfant n'est pas identifié comme n'étant pas au retour de retour des vacances, et donc il passe à la trappe un peu. Concernant la médecine en général, aujourd'hui, le médecin, il a la chance d'exercer un colloque singulier au même titre que, par exemple, les avocats. Et que ce médecin, aujourd'hui, il observe, il constate, il examine effectivement la personne, la victime, sous tous ses angles. Mais le problème, c'est que la victime, dans son psychisme, c'est bien le cerveau qu'on n'utilise pas à ce moment-là, ou que le médecin, dans son rapport avec son patient, n'utilise pas, c'est que son psychisme n'arrivera pas à formuler en fait les violences dont elle est potentiellement victime, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Donc le médecin, il va devoir engager, il va mettre tellement d'énergie, et sachez quand même qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui on parle de la désertification de la médecine, et que dans le cas d'un diagnostic ou d'un suivi ou d'une identification d'une femme victime, la consultation, elle ne va pas durer 20 minutes, elle va durer 1 heure et demie. Donc, c'est pour moi aujourd'hui un médecin, pour l'engager vraiment, il faudrait qu'il rentre un peu dans le même contexte que des maladies comme les cancers, etc. C'est des consultations longues qu'il faut arriver à qualifier pour que ces professionnels s'engagent totalement dans cette voie de dépistage. Parce que le dépistage, c'est les seuls pratiquement à pouvoir le faire, dans la mesure où une femme qui vient tous les lundis chez lui parce qu'elle se plaint de maux de tête, de maux de ventre, etc., c'est les premiers signes. L'autre signe, la grossesse par exemple, on sait que les premières violences démarrent à la grossesse. Tout ça, c'est des signes en fait qui sont annonciateurs d'un climat de violence, et qui pourraient, par des médecins, être beaucoup plus utilisés comme des signes de prévention, et donc de signalement de violences intrafamiliales si possible. Donc, je pense que le sujet que vous avez ouvert à l'instant, c'est comment le médecin peut aujourd'hui, ou les professionnels de santé au sens large, on ne va pas rester que sur les médecins dans leur cabinet, c'est les professionnels au sens large peuvent agir. Je pense qu'ils ont les moyens d'agir, parce que c'est peut-être les professionnels qu'on respecte le mieux dans la société. Par contre, leur difficulté, c'est quand on les implique sur des violences qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas exprimées. Je pense notamment au très beau travail que fait une neurologue actuellement, qui identifie l'impact, par exemple, des violences subies sur le cerveau. Le jour où on pourra utiliser des examens, des éléments de preuve qui montreront l'impact des violences sur le cerveau, ce qui est actuellement étudié en neurologie, je pense qu'on y aura gagné peut-être en qualité pour l'avocat, de preuves pour identifier les violences psychologiques dans une défense d'une victime. Merci pour cette réponse. J'espère qu'elle convient à Abdel. On n'a pas recensé d'autres questions, et il est déjà 20h. Je ne sais pas si Aurore a une question. Non, moi, je me posais surtout la question en tant qu'étudiant, étudiante, quels sont justement les moyens de s'engager. Donc, nous, on est déjà une association étudiante féministe, et on essaye au mieux de mettre en avant certains sujets comme celui des féminicides pour que tout le monde puisse en apprendre davantage. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de s'engager en tant qu'étudiant, étudiante pour parler des féminicides, et bien en parler surtout, je ne sais pas, par exemple, Madame Gradin, ou même d'autres intervenantes, si vous avez d'autres suggestions. Je pense que je reprends Madame Mars au tout début quand elle parlait du cycle des violences. Déjà, aujourd'hui, on est en train de parler de ça avec un public assez jeune, j'imagine, si c'est des étudiants qui nous suivent. Et en fait, effectivement, faire ces types de conférences, c'est très utile, parce qu'à l'université,
on ne nous apprend pas ça, on n'a pas de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, et ça commence du plus jeune âge. Et donc, je m'éloigne un peu du féminicide en tant que tel, mais aujourd'hui, déjà faire des sensibilisations auprès même des lycéens, des collégiens, proposer des formations auprès des lycéens, par exemple. On a vu les cyberviolences exploser aussi pendant le confinement, et c'est des violences qui vont être de plus en plus répandues, malheureusement. Donc, toutes ces choses que vous faites sont déjà incroyables. Et après, bien sûr, effectivement, parler autour de vous de ces sujets, et ne pas forcément parler qu'aux filles, mais aussi aux garçons, parce que c'est eux qui sont un peu qui sont concernés également. Et d'ailleurs, voilà, militer, c'est une chose, mais aussi aller agir concrètement avec des associations. J'imagine que même Women Safe cherche des bénévoles, chez nous aussi, même quand vous faites tous vos récoltes des kits d'hygiène, c'est hyper essentiel, et vous pouvez en faire plus, et vous approcher avec d'autres associations sur ces types de sujets, donc plutôt la précarité menstruelle, etc. Et donc, mais voilà, ne pas forcément vous contenter du public universitaire, aussi aller voir les plus jeunes, qui sont très souvent un peu plus en difficulté parce qu'elles ont peur, elles ont un peu honte de traiter de certains sujets, même si bien sûr il y a des associations qui vont dans les écoles, qui vont dans les lycées à en parler. Mais après, entre pairs, entre guillemets, on se comprend plus. Et on a des codes aussi différents. Et donc, on peut faire passer des messages et surtout, par exemple, avoir des liens avec des associations comme Women Safe, la Maison des Femmes, chez nous, ONU Femmes France, avec des personnes qui, effectivement, traitent du sujet en direct, et après transmettre le sujet auprès des gens qui effectivement n'auraient pas l'information. C'est déjà beaucoup. C'est bien que vous posiez la question parce que c'est important. Le besoin d'agir, en fait, il est crucial en ce moment, et je pense que ça vous construit aussi dans votre avenir, parce qu'il faut dire que c'est un enjeu pour vous demain. Je pense que les meilleures expériences, c'est les expériences de terrain. Je pense la plupart des étudiants qui viennent faire des stages chez nous, que ce soit des psychologues, des infirmières, des médecins, etc., constate la différence entre ce que l'on apprend dans une université et finalement la réalité et le côté concret. Parce que là, on théorise, on est un peu des experts, on parle entre nous, mais quand on est dans une réalité, ça devient insupportable. Et je pense que l'insupportable, il vous met automatiquement le pied à l'étrier et vous lâcherez pas. Et je pense que la construction, en fait, c'est pas de vous mettre dans une difficulté, parce qu'on est très, très attentif au devenir de nos étudiants. On n'est pas en train de les violenter, au contraire, mais cette prise de conscience, elle est extrêmement importante pour faire mieux demain. Je pense notamment aux médecins, aux étudiants en médecine qui disaient mais on n'a jamais appris ça dans nos cursus, aujourd'hui on est sur le terrain, maintenant on sait comment parler à des gens qui commencent à nous évoquer des formes de violence. Je trouve que c'est juste ça. Venez dans les associations, prenez un peu de temps. Ça demande effectivement une dimension, une disponibilité. Vos universités sont quand même extrêmement proactives, mais vous avez raison, Carlotta, de le dire comme ça. Ne restez pas dans un univers qui reste quand même un cocon, parce que vous êtes là pour apprendre, mais apprenez à l'extérieur aussi, et peut-être sur le terrain, c'est la réalité qui vous côtoie là. D'accord, merci beaucoup pour vos deux réponses. Je ne sais pas, Monsieur Chauveau, Maître Steyer. Oui, peut-être juste un mot, mais de dire aussi, même à l'intérieur de l'université, ce n'est pas forcément une évidence d'imposer, si je puis dire, le thème du féminicide, et donc le promouvoir, faire en sorte qu'il puisse y avoir des études et que ce soit considéré comme légitime. Là, je crois que c'est un combat qui est aussi important. Il y a eu une époque où il y a eu de manière volontariste des chaires sur l'histoire des femmes qui avaient été créées dans l'université française. Bon, cet effort volontariste a eu un temps, et je suis persuadé que la question du féminicide, nous, on a dû batailler, si je peux dire, pendant quelques années pour imposer ce thème-là, qui est considéré maintenant comme légitime, mais ce n'est pas le cas partout. Et encore une fois, je crois aussi donc à la question des recherches pluridisciplinaires, puisqu'on l'a vu grâce à la table ronde que vous avez organisée, c'est un sujet qui est complexe et que pour le traiter, il y a besoin de l'apport d'un petit peu tout le monde. Bien sûr. Vous avez des étudiants ou des étudiantes qui
décident de travailler, par exemple, en mémoire, enfin, lors de leur mémoire, leur master, sur les violences faites aux femmes ou les féminicides. Est-ce que c'est quelque chose justement qui est venu progressivement? Il y a un intérêt plus grand aujourd'hui pour ces sujets? Vous me posez la question à moi? Non, à Monsieur Chevaux, mais D'accord. en fait, c'est général. Mais pour l'instant, Monsieur Chevaux. Ouais. Non, il y a une sensibilité qui est plus grande, mais c'est pas toujours facile. Ouais. D'accord. Et du coup, Madame Marthe, si vous vouliez... Oui, je vais vous répondre. Je suis frappée par les demandes effectivement qui sont faites par les étudiants pour travailler sur le sujet, parce que, et c'est ça le chiffre catastrophique, pratiquement 80% des étudiants qui veulent s'engager, on va dire, dans un mémoire sur le sujet, c'était des victimes. Ouais, Il faut d'accord. le savoir. Hmm. Donc le sujet, il est effectivement, c'est contourner le sujet. Donc aujourd'hui, on est conscient que la société est très atteinte. Et quand je vous dis 80% des étudiants qui viennent nous voir ont été victimes, parce que c'est une question qu'on pose toujours. Pourquoi? Pas parce qu'on est intrusif et on veut savoir si l'étudiant est victime et est en souffrance. On veut juste savoir, pour savoir mieux le protéger, ne pas le mettre dans un contexte où il va côtoyer les histoires de femmes qui sont extrêmement fortes à recevoir. Et l'idée, c'est pas qu'il sorte de chez nous détruit. Donc, on a besoin de poser cette question. Ben, je vous assure, 80% des étudiants ont été victimes et par intérêt, pour changer les choses ou pour agir, ils viennent nous voir ou faire un travail, un mémoire sur le sujet. Ouais, Donc, le sujet est grave. Très courageux de leur part de faire ça, Ouais. effectivement. S'il n'y a pas d'autres questions, si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas. Mais sinon, on va achever cette conférence maintenant. Je ne sais pas si vous aviez des questions en particulier. Là, je m'adresse à nos intervenants, intervenantes. Si vous aviez des choses à rajouter. Mais... Non, c'est bon. Je pense qu'il y a Maître Steyer qui parle, Ah, mais on n'entend pas. Ah oui, pardon. Vous pourrez activer votre micro, Maître Steyer. On me pose souvent la question de savoir mais comment est-ce qu'on fait pour défendre les femmes? Quelle formation avez-vous eue? Je n'en ai pas eu, enfin, pas en faculté, c'est ça le grand questionnement. C'est qu'il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de... Voilà, il y a un DU, 2 DU sur les victimes, mais non pas sur les questions des violences faites aux femmes, avec tout type de victimes, y compris les enfants, heureusement. Et donc ça, c'est peut-être une lacune. Et effectivement, comme disait Frédéric, quand j'ai des demandes de stage, eh bien, ce sont très massivement des jeunes femmes, des étudiantes qui ont été victimes. Et on est dans ce paradoxe, c'est qu'elles ne peuvent pas être confrontées à la violence. Parce que moi, si elles viennent dans mon cabinet, elles ont des photos de femmes assassinées. Ah oui, elles ont des photos d'enfants assassinés. Et elles ont des photos de femmes battues. Enfin, et donc, il faut pouvoir le supporter, ça. Ou il faut pouvoir l'entendre. Et ils ne peuvent pas. Donc, en fait, on est confronté à ce que disait Frédéric, c'est que les étudiantes qui s'engagent ou qui veulent être avocates dans ce secteur-là, ce sont d'anciennes victimes, très majoritairement. D'accord. Et après, voilà. Ok. Ah, merci. D'où viennent les choix? Voilà. Mais j'imagine que l'engagement dans une cause, forcément, est lié aussi au vécu de chacun et chacune. Donc, ça me paraît logique, mais c'est vrai que ça doit être très difficile pour ces personnes d'aller jusqu'au bout, effectivement, de leur entreprise. Non, je pense que c'est pas tellement difficile, c'est-à-dire de prendre conscience qu'en fait un traumatisme ne se règle pas par un pansement que l'on met dessus en œuvrant pour. L'idée, c'est de se dire chaque acte qui arrive et qui est violent, qu'on en soit témoin ou qu'on en soit victime, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui amènent en fait à des espaces de parole et de temps où il faut élaborer ce qui a été vécu douloureusement. Et heureusement, je ne l'ai pas dit, mais notre centre est totalement gratuit pour qu'il n'y ait pas non plus, on va dire, la barrière de l'argent. On n'accepte pas chez nous en se demandant est-ce que j'aurai les moyens de voir un psychologue, une gynécologue, etc. Tous ces services-là sont gratuits. C'est un peu un engagement qu'on a fait pour justement ne pas rentrer dans une séparation par les moyens que l'on se mettrait. Pourquoi? Parce qu'un psychologue aujourd'hui en libéral, il a un coût, etc., et, par exemple 60 €, et qu'aujourd'hui tout le monde ne peut pas, alors que c'est absolument indispensable d'aller, on va dire, déchoquer
une personne qui a été victime ou témoin de violence, parce que la manière dont il va progresser dans sa vie, vous l'avez bien vu sur l'histoire de Flavie Flament, finalement, 20 ans après, elle réalise dans une circonstance tout à fait en dehors du contexte qu'elle a été victime de violence dans son enfance. Et c'est ça qu'on reproche aussi à la victime, c'est ce décalage entre le moment où elle a été victime et le moment où elle se déclare victime. Et pour reprendre le parcours des étudiants qui viennent nous voir, en fait, c'est un peu pour se dire, ça y est, je suis plus fort pour pouvoir aider les autres. Mais c'est souvent au moment où on est confronté aux histoires des autres qu'on peut s'effondrer. Et c'est ça notre besoin de protéger. En fait, dans votre engagement, je trouve que l'engagement des jeunes, il faut qu'il existe. C'est absolument indispensable. Actuellement, on fait une formation chez les doctorants de Sorbonne Nord. C'est absolument incroyable ce qui sort, ce qui émane comme énergie et comme force. En plus, quand on est dans du multiculturel, parce qu'ils viennent d'un peu partout, ils viennent de la filière Erasmus, c'est vous qui allez porter effectivement l'avenir de vos conditions de femmes, de vos conditions, on va dire, simplement de vie et de vos exigences. Après, c'est vrai il faut côtoyer en fait des lieux comme les nôtres pour comprendre que l'urgence, elle est vraiment urgente et qu'il faut arriver à œuvrer, et j'insiste beaucoup sur le mot ensemble, parce que le mot ensemble, c'est tout ce qui va conditionner la qualité du parcours, de l'aide, de l'engagement, et vous ne serez jamais seul pour faire les choses. Parce que le faire les choses seul, c'est se décourager parce qu'on ne sait plus par quel bout prendre les choses. C'est pour ça que l'ensemble me paraît vraiment essentiel dans la conclusion que je voudrais faire ce soir. D'accord, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Bah, si tout le monde a dit ce qu'il voulait dire, on peut achever là notre table ronde sur les féminicides. Donc, vous l'avez vu, un sujet extrêmement important. De toute façon, vous pourrez retrouver la table ronde en replay sur Facebook pour celles et ceux qui n'auraient pas pu y assister. Moi, je vais arrêter le live Facebook après.